Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne semaine, un bon dimanche. Écoutez, ça reprend petit à petit, on avait déjà évoqué ces matchs européens redoutables de qualification en Conference League, en Europa League ou en Ligue des Champions. Et là c'est vrai qu'avec la Ligue 2 et le Community Shield, ça y est, je pense qu'on est sur la dernière ligne droite. Dans 5 jours, on a le lancement de la Ligue 1 avec ce petit Rennes-Marseille, on a aussi du Lens-Lyon, du Strasbourg-Metz. On a beaucoup de beaux matchs qui vont arriver. Donc franchement, ça y est, on est reparti pour une saison endiablée, j'ai envie de dire. Comme toujours, aujourd'hui on fait plutôt du mercato. Après, vous savez comment on est, on dérive, on va sur tellement de sujets. Donc je vais préparer quelques petits trucs, évidemment les actus du jour. Mathis Sablin qui partira au bras de fer avec le FC Nantes. Et on sait qu'il y a évidemment le Paris FC qui est sur le coup. Bafodé Diakité, encore une très très belle vente du LOSC. Alors économiquement, GG à eux, mais est-ce que le LOSC, c'est quand même une stratégie qui peut être, pas les mettre en péril, mais qui au final, c'est pas simple, mais en tout cas, le LOSC là sur Shoei Diakité, ça fait quasiment 100 millions, donc franchement, chapeau à eux. On a Kingsley Coman qui s'envole en Arabie Saoudite. Je voulais qu'on parle d'Everton, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est une équipe qu'on n'a pas encore trop évoquée, et qui fait quand même un mercato plutôt pas mal, en attendant peut-être un Grealish ou un Dibling, la jeune pépite de Southampton. Et puis comme d'habitude, on fera les officialisations, tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu le Community Shield, et cette victoire, surprise, mais pas déméritée, de Crystal Palace qui a vraiment bien joué le coup contre Liverpool. Liverpool et son mercato XXL de stars. On a compris que, que pour Liverpool, il y avait quand même un petit peu de boulot pour que ce soit parfaitement équilibré, qu'il y ait les automatismes. Mais voilà, c'est quand même un petit échec. Un petit échec pour les Reds. Mais on a quand même vu Ekitike, qui a fait un super enchaînement sur le premier but, qui après a raté deux trucs. Donc voilà, c'est les petites limites qu'on voyait peut-être à lui en mode il va quand même devoir régler ça. Et c'est vrai qu'il aurait pu terminer avec un doublé. Mais le premier but est franchement génial dans l'exécution. Franchement, Palace, c'est très très fort. Du coup, le score de Liverpool Crystal Palace, ça fait 2 partout. Et après le temps réglementaire, c'est directement tir au but. Et il y a eu 3-2 pour Palace, avec un Dean Anderson qui avait déjà été excellent lors du match contre Manchester City en finale de FA Cup. Et l'homme à la casquette, un gardien avec casquette, on voit ça rarement, mais moi j'aime toujours ça. Palace qui prend un deuxième trophée, là je suis allé vérifier. Alors, on parle de trophée majeur, parce que Palace a des trophées type Championship, 3ème division, mais un trophée majeur, on va dire PL, Coupe de la Ligue, Community Shield, FA Cup, c'est le deuxième en 2 mois, et c'est le deuxième en 164 ans d'histoire. Palace a été fondé en 1861 quand même. Ça remonte, hein. Je me demande à quoi ressemblait le ballon et les crampons à l'époque. Mais Palace confirme un excellent boulot de la part d'Olivier Glasner et cette très belle équipe avec Ismail Assar, comme tu le dis, Gears Football, avec Mateta et Dze qui est un super joueur, même si la course d'élan, ça c'est le genre de truc, hein. Je dis pas qu'on est des boomers ou des réactionnaires, mais une course d'élan comme ça, c'est chaud. Hughes, très très bon au milieu, c'est exactement ça. Franchement, je suis bien d'accord. Hughes a été excellent en entrant en cours de première période. Mais Palace, ça bosse bien. C'est une équipe qui n'a pas non plus recruté énormément cet été, et ça confirme l'impression qu'il y a un gros mercato côté Liverpool. City, on a vu les changements avec Cherki Reinders avec Nouri, Arsenal avec Gyökeres, Zubimendi. On a également Chelsea qui a encore fait pas mal d'emplettes, l'attaque de United qui est totalement retapée, Cunha, Mbeumo, Sesko, Tottenham qui prend Kudus. Je crois que, et on n'a pas encore évoqué toutes ces équipes qui travaillent bien, les Palace, Brentford, Newcastle, même s'il faut avoir le cas d'Isaac. On a également Brighton, Aston Villa, Bournemouth. Je crois que les amis, je sais pas si ça va être la PL du siècle, mais en tout cas, après, généralement, en début de saison, quand on tourne la page du précédent championnat, on a toujours envie de repartir de l'avant et on est toujours hyper intrigué, curieux, impatient. Mais c'est vrai que là, le casting de la PL cette saison, il est quand même il est comme fou. Enfin, vraiment, je me dis que ça va être la guerre à chaque week-end et ça va être dingue. Franchement, je me demande à quoi ça va ressembler, mais bon courage pour me dire, genre, tu vois, le top 6 dans l'ordre, parce qu'il y a des équipes
qui évidemment tu peux deviner à peu près City, Liverpool, Arsenal, Chelsea peut-être dans les 4, mais il y a des équipes trouble-faites qui vont être là juste pour foutre du bordel. Les Aston Villa, même j'ai même pas parlé de Nottingham Forest qui était quasiment en LDC l'an dernier. Donc ouais, cette PL, elle va être assez dingue. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme. On va se retrouver un petit peu. Bon, désolé, je bannis Benny Bla qui fait un peu de spam. Ça arrive rarement que je bannisse quelqu'un, mais bon, quand ça répète beaucoup de messages sur le chat, bon, on est là quand même pour discuter foot et pas répéter des messages, tout ça. Donc voilà, on lui met un... Comment ça s'appelle au rugby? Le bunker. Voilà, en attendant s'il revient, on va voir s'il s'est assagi. En tout cas, j'espère que ça va pour vous. Je vois qu'il y a des habitudes sur le chat comme Hugo SSE. Et la Saint-Etienne qui a démarré sa saison de Ligue 2 par un nouveau scénario rocambolesque à Laval, dans l'enfer de Francis Lebasser. Thibaut, supporter désabusé de Dortmund, qui doit regarder ce fabuleux match amical contre la Juve. Je vois aussi qu'il y a Soso Chat, modératrice, toujours en poste. On a Willy42. On a du beau monde. On a Fitaginox, Pablo Fournier, Zlatanesque. Je vois que vous êtes là. Il y a aussi Jordan, qui est là pour la première fois, que je salue. Tu penses quoi du mercato de com? Tu penses qu'ils peuvent viser les places européennes? Écoute, j'en profite pour vous annoncer, la vidéo de la semaine prochaine, c'est évidemment sur les équipes à suivre de la saison. Et je crois bien que le Como 1907 d'un certain Cesc Fabregas figure parmi la liste des 10 équipes que j'ai bien envie de suivre. C'est toujours compliqué parce qu'en Italie, il y a quand même, tu vois, il y a, on va dire, 4 pour moi, voire 5 avec l'Atalanta. Mais l'Atalanta, je me méfie avec Djuric. Milan, Inter, Juve, Naples. Et après, tu as toujours la Roma, la Lazio, la Fiorentina, Bologne, l'Atalanta. Donc ça te fait quand même 9 équipes qui sont là à peu près, tu vois, pour jouer ce rôle de trublion. Mais je sens très très bien le coup du côté de Com. Et même si un mercato assez dingue, je pense pas peut-être LDC. Ça me paraît trop tôt. Par contre, un Com européen qui termine, tu vois, 6-7ème, j'ai envie de voir. Franchement, je pense que ça peut être pas mal. Nap top 4. Non, mais ce que je disais, c'est vrai que c'est pas habituel. Oui, c'est vrai. On va dire, allez, peut-être historiquement, Inter, Milan, Juve, la Roma a une période. Je parlais bien historiquement, hein. Naples, sur les dernières années, tout ça. Après, ça peut changer, hein. Et l'Atalanta aussi, bon. Vous avez compris qu'il y a une hiérarchie qui est assez mouvante, mais je vois bien Com mettre son petit grain de sel. Et ouais, je sens plutôt bien les choses, quoi. Franchement, je me dis que ça peut être le cas. Et oui, c'est vrai qu'il y a un Com Barça cette nuit, le fameux trophée Gamper qui va avoir lieu. Donc ça va permettre un petit peu de se rendre compte. Alors, est-ce que tu as aimé le match d'Ekitike? J'ai bien aimé le match d'Ekitike. Il y a eu ce but incroyable dans l'exécution. J'aime beaucoup la gestuelle d'Ekitike et cette manière de se mouvoir où tu as l'impression qu'il est trop grand, que peut-être que ça va pas assez vite. Et en fait, il a une gestuelle au clac-clac, tu vois. Le but, il le fait de manière hyper propre. Franchement, j'ai adoré cet enchaînement. Il y a une belle connexion sur le coup avec Wirtz. C'est vrai que c'est un Liverpool avec des états de forme très disparates. Il y a des joueurs que j'ai bien appréciés, comme notamment Ekitike. Je trouve que pour une première, c'est super encourageant. Les matchs des darons, justement, Van Dijk et Salah, pas ouf du tout, je suis d'accord. Franchement, attention. Il traîne beaucoup dans la zone de Gakpo. C'est vrai que Ekitike a tendance à beaucoup bouger et peut-être un petit peu se porter sur le côté gauche. On sait qu'il y a peut-être le recrutement d'un ailier, voire d'Isaac, à voir si ça réglera la mire, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un Ekitike ailier? Je sais pas. Ça peut être quelque chose. Ouais, parmi les recrues, c'est vrai que Wirtz, il y a eu ce truc, et même il y a eu une autre action. En fait, j'étais assez déçu du match de Liverpool, parce que ça a joué par intermittence. Et par contre, quand ça jouait bien, que ça se trouvait, c'était assez fantastique. Mais après la première période, on était sur clairement Palace qui avait eu les meilleures opportunités. Et Liverpool qui avait été très efficace avec ce but d'Ekitike qui vient un peu de nulle part parce qu'il s'emmène tout seul. Et le centre de Frimpong au ralenti. Kerkez beaucoup à l'intérieur. Ouais, franchement, positionnement suspect. En fait, je pense que Slot, il continue un petit peu de tâter après ce gros mercato en mode où je dois mettre ces joueurs pour ne pas avoir un truc trop déséquilibré. Et justement, contre une équipe comme Palace, où tu as des mecs qui jouent de manière très intelligente, Mateta, Eze, Sarr, et derrière des joueurs qui peuvent suivre,
Je me méfie quand même. Je pense il va chercher la bonne formule. Après, tu vois, Szoboszlai par exemple, qui était un des paris, je trouve, de cette préparation et de ce premier match, avec la volonté de le mettre dans le double pivot milieu de terrain, j'ai pas été convaincu. Je pense que Gravenberch, son absence s'est fait ressentir. Moi, je préférerais, quoi qu'il arrive, le double pivot McAllister-Gravenberch. Je trouve que ça t'apporte plus de sécurité, plus de boulot, plus de prestance. En fait, Szoboszlai, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes intentions sur la première demi-heure et après, il a disparu avec un nombre de ballons perdus. C'est complicado, ouais. C'est complicado. J'avoue que ce Palace en Conference League, ça peut être très fort, sachant que cette année, il n'y aura pas l'épouvantail type Chelsea. Bah, on se souvient qu'il y a eu la petite bisbille Crystal Palace-Nottingham, avec moi je vais en Europa League parce que j'ai gagné la Cup, mais comme l'OL et Textor détient aussi des parts minoritaires, du coup il y a embrouille. Du coup c'est Palace qui passe en Conference League et c'est Nottingham qui monte en Europa, en sachant qu'entre Marinakis et Textor, t'as aussi des magouilles. C'est vrai qu'ils l'ont eu un petit peu mauvaise, mais très clairement, réponse demain sur ce dossier. Mais tu sais qu'il y a la réponse demain, alors que les matchs de barrage vont avoir lieu fin de mois, enfin même semaine pro, enfin je sais plus quand exactement, mais c'est vrai qu'il va falloir régler ce truc quoi. Marc Guéhi ciblé par Liverpool qui se blesse, c'est terrible. Ah, c'est vrai que ça peut être un petit peu la poisse quoi. Ça peut être très clairement compliqué parce que ouais, Van Dijk, respect, mais il y a un âge et je pense que prendre un mec capable de remplacer Van Dijk ou essayer de le remplacer parce que quand même c'est un mec qui a une prestance, une aura à Liverpool, ce serait pas bête. Je pense que Guéhi pourrait t'apporter ça, même si peut-être que pour eux Guéhi c'est plus le remplaçant de Konaté qui pourrait partir libre l'an prochain et en évoquer le Real Madrid quoi. De toute façon j'ai la sensation que ça va très souvent être des clubs anglais qui vont prendre l'Europa avec cette nouvelle formule. Ça peut être le cas, faut juste que tu regardes quel casting t'as en C3 cette saison, parce que du coup t'as Nottingham, je crois que tu vas avoir Aston Villa, et vous savez ce que ça veut dire. Unai Emery le jeudi soir, ça va au bout généralement, donc ça pue pour les autres. En Allemagne t'as Stuttgart, t'as peut-être aussi Fribourg de mémoire, t'as la Roma, c'est vrai, t'as Bologne, t'as l'OL, le LOSC, et sauf retournement de situation, t'auras Nice, tu vas avoir Porto, tu vas avoir l'Ajax, peut-être, ou l'Ajax ou PSV. Mais c'est vrai que là, tu me dis quelle équipe tu vois favorite. Après, les Anglais, ils ont une manière un peu, tu sais, ils jouent les matchs coup-ci, coup-ça, et après, dès que ça arrive en 8ème, ils peuvent t'aligner, quoi. Donc, c'est compliqué. Mais c'est vrai que si tu me demandes là un favori, je te dis Aston Villa. Parce que voilà, hein, il y a une équipe pour faire la différence. Même si Aston Villa n'avait pas remporté la Conference League, ils avaient été battus par Olympiakos. Donc, Unai Emery est un homme comme les autres et il peut aussi s'incliner les jeudis soirs, quoi. Lille aussi. En vrai, Lille, ça peut être une bonne cote. Je suis curieux de voir comment ils vont l'aborder. Lille, de toute façon, ils doivent terminer leur mercato. Et c'est pas simple parce que là, c'est pas simple. On est le 10 août. Ils doivent prendre un gardien. Je pense à un remplaçant à Diakité. Même si Nathan Ngoy est arrivé en provenance du Standard, mais est-ce qu'il n'y a pas la tentation d'aller prendre un autre décès? Et le fameux dossier de l'attaquant qui est toujours bloqué. Là, tu peux faire Giroud, et d'ailleurs, tu peux faire Giroud sur les 2-3 premiers matchs. Encore une fois, l'enchaînement d'Olivier Giroud contre West Ham, je ne sais pas si vous l'avez vu en amical, mais le contrôle est derrière la frappe, un petit peu retourné en pivot. Franchement, chapeau, et on l'a dit je ne sais combien de fois. Je pense que vous l'avez vu je ne sais combien de fois sur Twitter, mais le catalogue but d'Olivier Giroud, là, quand il va arrêter sa carrière dans 1 an ou 2 ans, franchement, je pense qu'il aura entre le coup du Scorpion contre Crystal Palace, les retournées avec Chelsea, je me souviens qu'il avait mis une demi-volée avec l'équipe de France, tout ça. Il a vraiment un catalogue but qui est assez saisissant. Et d'ailleurs, je suis tombé sur une vidéo TikTok. Pareil, j'étais scotché parce que tu le connais, le joueur. C'est le plus beau but de Luis Suarez à chaque âge. Genre le plus beau but de Luis Suarez à 18, 27, 35 ans. Et honnêtement, le catalogue but de Luis Suarez, c'est insensé. Il y a du lob, il y a le fameux grand pont sur David Luiz. Enfin, il y a que des trucs où tu te dis, mais... Enfin, le grand pont, c'était le petit pont.
Et franchement, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais Giroud, ouais, GG, GG. Ouais, les anciens Giroud, Aubin ne sont pas venus faire la figuration. Bah, en vrai, je pense qu'Aubameyang, quand tu devras tourner en Ligue 1 ou en LDC, il pourra t'apporter ces quelques petits buts. Après, ce que je vous disais sur les matchs amicaux, bon, déjà, regardez les matchs amicaux de son club, faut être un vrai passionné, mais regardez les matchs amicaux d'autres clubs, je trouve que c'est un niveau supplémentaire. Genre, tu te dis, samedi soir, je vais me poser devant OM Aston Villa, alors que je suis supporter nantais, lensois. Franchement, faut y aller. Faut être un fou furieux. Et du coup, Amine Gouiri, qui n'a pas forcément marqué durant cette prépa, j'ai commencé à voir des trucs. Ah, est-ce que c'est pas le moment de douter et tout? Les gars, la vérité des matchs amicaux n'est pas celle des matchs officiels. Et j'ai aucune inquiétude pour la saison d'Amine Gouiri. Moi, ce que j'ai vu d'Amine Gouiri, c'est la deuxième partie de saison et c'était très bon, très fort. Aubameyang, c'est toujours bien d'avoir une petite concurrence, petite pression, en sachant que les deux, ils peuvent être évidemment aussi compatibles. Mais zen, sérénité. Après, ce que je dis sur les matchs amicaux, par contre, on a vu Toulouse perdre 7-1 contre Leipzig, 6-0 contre Stuttgart. Il y a un souci de club de Ligue 1 face à la Bundesliga cet été, parce que Vlatipak, hier, je reçois, enfin pas je reçois, mais je déroule Twitter et je vois le FC Metz défaite contre Offenheim 8-0 à une semaine de la reprise. Bon, bah écoutez, amis messins, bon courage, hein, mais 8-0 alors que j'ai regardé les compos, il y avait juste Gauthier qui était laissé au repos parce qu'il est suspendu contre Strasbourg. Donc voilà. Mais normalement, c'est l'équipe qui devrait être à peu près là à la méno. Il y a une vérité entre les matchs amicaux et celle... Voilà. Et là, on peut quand même un petit peu flipper. On peut un petit peu se dire que c'est pas évident. Donc on va voir. On va voir ce que ça va un petit peu donner. Dans les matchs amicaux, certains joueurs doivent prouver qu'ils sont là et d'autres simplement se préparer tranquillement sans prendre le risque de blesser. C'est exactement ça. Quand tu sais qu'un Gouiri, il va faire Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France, Cannes, éliminatoire Coupe du Monde, c'est sûr que le mec, il est parti pour faire une saison à 60 matchs. S'il est à 50-60% en match de prépa, je pense que on peut le faire, quoi. C'est à Metz l'aller. Ah, c'est à Metz l'aller. Bon, c'est peut-être un moindre mal, parce que si c'était à la Méno, là, j'aurais vraiment assez flippé. T'as vu le but du crack Diawy Cissé? J'ai vu que Diawy Cissé a une spécialité. Je parlais du catalogue but de Giroud. Et Diawy Cissé a déjà marqué 3-4 buts entre la Ligue 1, la Gambarde et les matchs amicaux, où tu te dis que lui, il y a de la patate, il envoie du lourd. Et Diawy Cissé, je sais pas si on le découvre peut-être plus, ça fait 6 mois qu'on a aperçu en Ligue 1, mais vraiment, je me demande, Diawy Cissé, dans un an, août 2026, où est-ce qu'on en sera? Quelle sera sa valeur marchande? Quelle sera sa progression? Est-ce qu'il sera toujours à Rennes? Et peut-être mieux au niveau sélection? Je ne sais pas, mais en tout cas, Diawy Cissé, il y a tout pour exploser. Peut-être que ça saute moins aux yeux qu'un Kamavinga, qu'un Dembélé, mais c'est encore la preuve que vraiment Rennes est un excellent centre de formation. Je sais que Rennes prend beaucoup de joueurs, achète beaucoup, mais si Rennes faisait davantage, enfin pas davantage parce qu'ils le font déjà, dans le 11, t'as quand même Diawy Cissé, t'as Jacquet, bon t'as Brassier qui est passé par Brest, mais qui est un joueur passé par les équipes de jeunes du Stade Rennais. Franchement, le Stade Rennais, s'il faisait un 11, si le Stade Rennais était l'Athletic Bilbao, c'est un what if du football, si le Stade Rennais était l'Athletic Bilbao du football français, où est-ce qu'ils en seraient? Parce qu'honnêtement, chaque année, ils arrivent à sortir 1-2 très bons joueurs. Il y a de belles ventes, mais c'est sûr qu'il peut y avoir des regrets de ne pas les garder plus longtemps. Mais quand tu vois tous les beaux noms qui sont sortis là-bas, même tu vois des joueurs comme Yann Bo, tu vois Yann Bo à Toulouse, tu vois s'il était resté à Rennes, et là t'as Kader Meïté, 1m95 qu'on va un peu plus découvrir. Franchement, c'est pas mal, quoi. C'est plus Rennes, c'est Marseille-Lens. C'est vrai que j'ai parlé du projet Bilbao à la française, mais pour l'instant c'est plus le projet Bollard ou Canebière, quoi. Après, on va voir ce que ça donne. Mais on l'a dit, on a parlé de Rennes la dernière fois. Il faut se rattraper de la saison dernière. T'as pas de Coupe d'Europe. T'as un 11 qui peut bien tourner en Ligue 1. Si ça finit pas européen, je pense que ça va encore tiquer. Ça va encore tiquer, donc à vous
d'y aller à fond, quoi. Rutter était à Rennes aussi, c'est vrai. Le projet FC Nantes, surtout, Blas, Rongier, Merlin, peut-être Jebels. C'est vrai qu'il y a des passerelles comme ça. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, tu fais un 11 des joueurs formés à Rennes. Je pense que tu as un 11. Ouais, Matistel. Non, mais de toute façon, Désiré Doué, je pense que tu peux en sortir un paquet de très très bons éléments. Tu vas un petit peu halluciner, quoi. Bon, les amis, on est parti pour faire les petites actus mercato comme d'habitude, avec tout ce qui se passe. Ça va être intéressant de voir. Comme je vous le dis, on fait comme d'habitude les actus un peu fraîches et après on ira se pencher sur les petits dossiers en cours. Qui en décès à Chelsea pour toi, vu que pas de Colwill, Veiga va partir et Tosin Chalobah ça va pas suffire pour jouer un titre? C'est une bonne question. Qui en décès à Chelsea? De toute façon, faut voir parce qu'il y a une autre équipe qui va avoir besoin d'un décès, c'est le Barça. Est-ce que tu vas pas retrouver les mêmes pistes? Est-ce que tu vas pas avoir du Nkapié, du Loukeba, du Schlotterbeck? Kipembe qui rejoue juste. Hein. Je pense qu'on peut juste lui souhaiter ça. Et Beraldo, non, mais Beraldo, par contre, je vois bien là en première ligue, pas à Chelsea. Mais tu sais, là, il y a Bournemouth qui va perdre Zabarni et Oysen. Ils vont prendre Diakité. Peut-être eux. On sait que Sunderland est très actif sur le mercato. D'ailleurs, encore une fois, merci pour vos très bons retours sur la vidéo Sunderland. Ça me fait super plaisir. Balerdi. Balerdi. Après, pour moi, si Balerdi partait cet été, je pense que tu vois, il serait déjà parti là en juin, juillet. Là, vendre maintenant un Balerdi, je sais pas au niveau du timing comment ça rend, quoi. Salut bonbon Matolisso, j'espère que tu vas bien et que tu profites de ce dernier week-end avant de voir le crack Khalis Mera débuter. Ça par contre, je pense que ça va être une vraie attraction la première journée. Le petit Mera 2007 qui va sans doute être titulaire avec l'OL pour le premier match à Lens. Franchement, j'aime beaucoup cette opportunité-là. Et avant d'aller voir les actus mercato, on me demande un prono PSG Tottenham. En fait, c'est trop compliqué à deviner l'état de forme, tout ça. Mais je vais quand même dire PSG. Tottenham, quoique Tottenham, c'est aussi le début d'une nouvelle aventure. Et ils ont fait plus de matchs de prépa. Je sais pas comment le PSG va l'aborder. Mais j'ai un bon feeling sur le Paris Saint-Germain, quoi. Du coup, comme je vous disais, on va aller voir un petit peu ces actus mercato du jour. Il y a pas mal de choses qui sont tombées. Vous me parlez d'un Tchèque qui arrive à l'OL après Pavel Souk. On est à l'heure de Prague du côté du 6-9. Avec d'abord Witsel qui refuse l'Udinese. Eh oui, il y a encore des joueurs libres sur le mercato comme Alex Witsel, 36 ans. Attends, en vrai, il aurait pu rentrer en Belgique, non? Franchement, je pense que ça aurait été sympa pour lui qu'il rentre au pays. Histoire un petit peu de terminer la boucle. De mémoire, Witsel, c'est le Standard, je crois. Donc j'allais pas dire genre Witsel serait bien qu'il termine en Anderlecht parce que voilà, on connaît un petit peu les rivalités. Mais ouais, ça aurait été bien pour lui. Du coup, c'est ça. Le Tchèque Adam Karabek se rapproche de l'OL. Le gaucher tchèque devrait être prêté par le Sparta Prague dans les prochains jours. Il pourra assurer un rôle de doublure sur plusieurs postes offensifs. L'OL disposera d'une option d'achat à hauteur de 3,5 millions d'euros. Déjà prêté à son dernier à Hambourg en Ligue 2 allemande, du coup, ce grand gabarit, 1m87 technique et à droit dans la passe, doté d'une grosse frappe de balle, avait réalisé une saison pleine, 3 buts et 7 passes D en 31 matchs, peut jouer numéro 10 mais aussi ailier droit, faculté de rentrer à l'intérieur du jeu. Ce recrutement qui reste suspendu à quelques détails encore à régler ne remet pas en cause celui d'un excentré droit titulaire que l'OL espère. Donc voilà, l'OL veut vraiment faire ce gros joueur. Par contre, Adam Karabek, on est tous d'accord que on l'a vu passer sur Football Manager. Lui, c'est un joueur que le blaze, c'est Football Manager. Il a pop, voilà, c'est vrai, jeune au Sparta. 13 buts, 11 passes D en 141 rencontres. Prêté l'an dernier à Hambourg, qui monte. En vrai, dans cette OL-là, je trouve que c'est très bien d'avoir ce type de coup. Pas un grand risque, une doublure. 3,5 millions d'euros l'option d'achat, si ça pète, voilà, t'as déjà un deal qui est pas démentiel. On le redit, hein, mais le mercato de l'OL, on jugera dans 6-7 mois et bien sûr à la fin de saison, mais sur les intentions et je veux pas dire le remue-ménage, mais tout ce qui s'est passé cet été, finalement, la rétrogradation, le premier passage de NCG, Textor exfiltré, Garlinger et Michel Kang qui récupèrent ça.
Je trouve que c'est un vrai mal pour un bien. Ça, je retrouve là dans les pistes et les intentions des joueurs, des choix, des championnats, où je me dis, ok, il y a une vraie cellule de recrutement à l'OL. On le savait, sauf que bah voilà, entre les trucs avec Tottenham et Botafogo, des fois c'était galère. Donc non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. D'ailleurs, en parlant de l'OL, on en est où de la vente de Fofana? On n'entend plus trop de rumeurs. Bah justement, Hugo Guimet, il avait répondu à des personnes il y a une dizaine de jours en expliquant que c'était déjà prévu que Fofana parte et que ça allait arriver au mois d'août. Donc là, reste à deviner le club. PL, Bundesliga, à voir. Mais en tout cas, Fofana va partir. Enfin, normalement, c'est ficelé. C'est un petit peu acté. Peu de risques financiers, donc intéressant pour moi, puisqu'on va quand même chercher un titulaire à droite. C'est exactement ça. Tu as besoin de profondeur de banc. L'OL est un club qui joue la Coupe d'Europe. Donc forcément, pour moi, il faut pouvoir un banc compétitif en quantité, en qualité, c'est indispensable. Arsenal se serait entretenu avec le joueur. Ok, bon bah à voir, en sachant qu'il y a déjà Madueke, même si Madueke peut jouer aussi à droite, et Martinelli. C'est pas simple parce que si Fofana arrive, j'ai peur qu'il ait pas beaucoup de temps de jeu, quoi. C'est certain que par rapport à l'an passé, cet hiver, le mercato est bon. Bah ouais, franchement, je trouve que l'OL, pour le coup, c'est vraiment dans la très bonne direction. Je trouve ça super encourageant et c'est une vraie bonne nouvelle en sachant que bah, t'as encore des joueurs qui vont arriver. Donc pour l'instant, ça me plaît sur tous les aspects. Ah, Iconé. Mais tu sais quoi, Iconé, je l'avais mis dans le mercato idéal de l'OL justement pour ce rôle de doublure offensif. Et bon, Iconé s'éloignerait de l'Europe. L'ailier français de 27 ans intéresserait les clubs brésiliens de Botafogo et du Vasco de Gama. Tiens, tu vois, on parlait de Botafogo. Hop, les liens troubles. Peut-être que finalement, en arrivant à Botafogo, on verra un jour Iconé atterrir, on ne sait comment, dans 69. Même si c'est vrai qu'avec Textor, qui est plus trop là, je pense que ce deal n'arrivera plus. Ce genre de deal n'arrivera plus. Mais ça fait du bien d'avoir des nouvelles d'Iconé, comme de Thomas Lemar qui a rebondi à... Comment ça s'appelle? À Gérone, c'est ça. Yol Kelly, déjà sur le départ de la Juve, très bel investissement, 17 millions d'euros en prenant Newcastle. Sunderland très actif. Voilà, Sunderland, encore une fois, la vieille dame évaluerait son jeu entre 18 et 20 millions d'euros, une transaction qui pourrait faciliter le rapatriement souhaité. Bah évidemment, même si c'est pas les mêmes choses, défenseur attaquant, Lloyd Kelly pour financer Colomani, j'y vais tous les jours parce que j'ai pas été convaincu du tout, quoi. Iconé, c'est un peu un gâchis quand tu vois que le mec a joué en EDF après une bonne saison à Lille. En fait, Iconé, c'est un vrai bon joueur, mais il a pas assez de stats, je pense, pour, je sais pas, pour épater la galerie. C'est pas un mec qui fait des saisons à 15 buts, 10 passes D en tant qu'ailier. Donc ça, c'est peut-être un petit peu la limite. Après, c'est vrai que son passage en Italie, tu vois, il a été prêté à Com, il avait une option d'achat, ça n'a pas été ouf. Donc ouais, 27 piges, tu vas au Brésil, ça sent pas bon, hein, cette histoire. Sunderland qui perd actuellement 3-0 contre le Rayo Vallecano. Mais je l'ai dit en plus dans la vidéo, la préparation de Sunderland, elle est un petit peu moisie. Donc ils ont beau faire un mercato du feu de Dieu, je mets mon petit veto. J'ai déjà vu des prédictions, vous savez, ça va commencer. D'ailleurs, semaine prochaine, on va y aller, hein, les prédictions Europe, Ligue 1, il y aura des tweets qui seront postés, donc soyez à l'affût. La préparation de Sunderland, bon, t'as une victoire contre Southfield, j'imagine petite équipe amateur, un partout contre Séville, défaite contre le Sporting, défaite 3-0 contre Hearts, équipe écossaise, défaite 2-1 contre Hull qui est en D2, 1-0 contre le Betis, tu gagnes contre Augsbourg, et là tu perds 3-0 avant ton premier match contre West Ham. Attention, parce que il faut que ça prenne quand même. Après, ouais, là tu vois, je vois l'équipe et en fait il y a aucune recrue quasiment. Bah, en fait, il y a aucune recrue donc ça atténue le truc. Parce qu'il y a que Enzo Lefebvre dans l'option d'achat a été levée. Sinon les Sadiki, Adingra, Talbi, Chaka, Renildo, ils sont pas là. Donc en vrai, ça fait tourner. Mais même en faisant tourner, une défaite, c'est jamais. Ça fait toujours. C'est toujours compliqué, quoi. Wolverhampton a acheté les deux meilleurs attaquants du Celta Vigo pour se faire taper par ce même Celta. Ça, c'est le genre d'histoire qu'on aime bien, ça. Ça, c'est. J'avoue, c'est rigolo, quoi. C'est vrai que l'équipe A a joué hier et a gagné. C'est vrai que l'équipe A a peut-être plus d'allure. Je pense qu'on va le voir. Ah oui. Robin Roos au cage, Hume, Ballard, Celt, Mandava, Renildo, Abud Diarra, Chaka, Sadiki, Talbi, Mayenda, Adingra. C'est vrai que là, je trouve que autant la défense, j'ai envie d'être rassuré, parce que t'as beaucoup de joueurs qui viennent de Championship, autant le milieu et l'attaque, ça me parle. J'aime bien ce que je vois. Après, bah, il n'y a plus qu'à. Ça va être
une vraie curiosité de découvrir ce Sunderland-là, qui est donc sur God Kelly pour renforcer sa défense. Encore un joueur qui rejoint Neom, encore un nom passé par la Ligue 1. C'est Abdoulaye Doucouré, libre de tout contrat, qui rebondit du coup en Arabie Saoudite, milieu international malien de 32 ans, avec Lacazette, Bouabré, Benrahma dont l'option d'achat avait été levée, Nathan Zézé, tout ça. Donc un joueur de plus qui rejoint la colonie. C'est vrai que Doucouré lui aussi formé à Rennes. C'est vrai que dans le 11 des joueurs formés à Rennes, lui il serait pas dégueu parce qu'il a fait une très belle carrière en PL. Doucouré, j'aurais bien aimé le revoir un jour en Ligue 1 parce que je trouve que c'est un joueur qui a énormément évolué entre ses premières années en Ligue 1 à Rennes et ce qu'il est devenu par la suite. Mais le salaire était quand même assez colossal, quoi. Donc pas simple de s'offrir un Abdoulaye Doucouré la trentaine passée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Coman, bon bah ça on va évoquer juste après. Ter Stegen, oui, pourquoi Ter Stegen est en conflit, relégué en 3ème position, ça c'est quand même dingue, hein. Relégué en 3ème position, alors le gardien du Barça, l'Allemand tout juste opéré du dos, est absent plusieurs semaines, n'entend pas pour autant se laisser écarter. C'est vrai qu'avec Joan Garcia qui a été recruté et Chesney prolongé, Joan Garcia 25 millions d'euros, prolongation de Chesney, Ter Stegen a fait le choix de subir une opération du dos à Bordeaux fin juillet, coucou c'est nous, sans attendre la déclaration médicale officielle du club. Comme il est d'usage, le joueur a décidé de communiquer seul, annonçant une absence de moins de 3 mois. Le conflit démarre alors, car dans le cadre du fair play financier espagnol, au-delà de ce délai, un club peut utiliser le salaire d'un joueur blessé pour en enregistrer un autre, ici en l'occurrence Joan Garcia, une sorte de joker médical, un affront pour Ter Stegen qui a décidé de ne pas signer son rapport médical. C'est vrai que l'affaire elle est quand même rigolote. Conséquence, le Barça ne peut pas remettre les documents à la Liga, fin de l'option du joker médical. La réponse cinglante quelques heures plus tard. Le club annonce l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre l'Allemand et le retrait de son brassard de capitaine. En coulisses, après le dernier coup de poker du Barça, le joueur fait volte-face et signe son dossier médical. Il a récupéré son brassard, un linge-sale nettoyé en public sans raison apparente, car selon la Liga, le club n'aura pas besoin d'un joker médical pour inscrire ses recrues si le deal de la vente des sièges VIP du Camp Nou est validé dans les prochains jours comme prévu, et Ter Stegen ne fera pas probablement changer flic d'avis. En attendant, il devrait être au centre du terrain ce soir pour le discours du début de saison, en marge du trophée Gamper contre Com. Selon le club, il devrait être présent. Belle ambiance. Très belle ambiance. Je pense que le discours en tant que 3e gardien, capitaine relégué, finalement remis, il peut être très bizarre. Je pense qu'il peut y avoir des sous-entendus. C'est un peu à l'image de Donnarumma Chevalier. Attention à la guerre ouverte, quoi. Il est devenu si nul que ça, Ter Stegen. Je trouve que c'est un joueur qui s'est nettement effondré. Quand le Barça de Xavi prend la Liga, quand ils encaissent très peu de buts, il est très performant. Il fait beaucoup de clean sheets, je trouve très bon. Mais ça a été un rebond sans lendemain. Et globalement, sur les 5-6 dernières années, je trouve qu'il est trop sur des photos de famille, de déception, tout ça. Ter Stegen, je le verrais bien à Naples. Franchement, Naples, ils viennent de signer Vanja Milinkovic-Savic. Il y a Meret. Moi, Ter Stegen, ouais, Arabie Saoudite, MLS, parce que le salaire que prend Ter Stegen, je pense que ça peut faire donner le tournis. Tu vois, tu peux dire, bon, on retourne en Allemagne tranquille. À Gladbach, par exemple, où il a été formé. Mais je pense que c'est assez démentiel. 525K par mois. En vrai, je pensais que... Ouais, c'est vrai qu'il était à 10 millions. Il était à 10 millions jusqu'en 2023. Il a baissé de 41%. La clause libératoire de 500 millions, parce que pourquoi pas. Après, on sait que maintenant, c'est de coutume. Mais Ter Stegen, 525K. Bon, je pensais que ce serait plus une grosse dinguerie. Mais ouais, moi, par MLS, Arabie Saoudite, j'avoue, je ne lui vois pas forcément d'avenir, les potes. Zabarni arrive à Paris ce dimanche. Bah, voilà, une recrue de plus pour le PSG. Défenseur supplémentaire, transfert estimé à 63 millions d'euros, plus 3 de bonus. 50 contrats, défenseur central 22 ans. Très impatient de le découvrir en Ligue 1, dans le Lucho Ball. Je pense qu'il y aura une sorte de rotation avec Marquinhos qui peut-être va laisser un peu plus de temps de jeu. Pacho sera titulaire indiscutable. Mais vraiment, j'aime bien à Bournemouth, son duo avec Huysen était top. Et là, le voir débarquer en Ligue 1, c'est pas mal. Tu penses que ça a bougé offensivement en un Paris? Je suis quasiment sûr qu'il y aura une recrue offensive à Paris pour la profondeur de banc, pour avoir un autre profil. Akiouche, Rodrigo Mora, je pense que ça va se décider entre eux.
Salut Bretao, j'espère que tu vas bien. Salut Minivillus. Je trouve que l'OM aurait besoin d'un 6 meneur de jeu reculé qui compense sur les transitions défensives. Tu vois qui comme nom dans ce profil? Franchement, je vois le profil. Après, je trouve que Angel Gomez fait une très belle prépa, que c'est quand même encourageant pour avoir un style de milieu différent de Højbjerg. J'ai vu que ça reparlait de Benasser, même si on a toujours des petits doutes sur l'état physique. En vrai, comme joueur comme ça, c'est pas évident à trouver sur le marché. Donc, ouais, je suis curieux de voir qui c'est que ça pourrait être comme heureux élu. On sait que l'OM va faire un latéral gauche supplémentaire. Ça a été annoncé. C'était la priorité là pour les prochains jours. Je pense que s'il y a des parts de Johnny Rowe, à mon avis, ça va être... évidemment, il y aura un offensif supplémentaire. Et ce fameux milieu de terrain, Benasser ou un autre profil, à voir. C'est ça, Eki Fernandez, ça aurait été top, hein, le fameux milieu argentin formé à Boca, mémoire qui est parti dans le golf. Mais apparemment, c'est 30 millions d'euros et l'OM, c'est pas évident à mettre en œuvre ce type de joueur. Ouais, ça c'est... Mais c'est sûr que Mercato, l'OM, ça va durer jusqu'au 1er septembre. Ça c'est clair et net. Moi je me fais pas trop de soucis sur ça. Ah, du transfert un peu hipster, comme on aime, le Montpellierin Falay Sako signe en Azerbaïdjan. Il s'engage avec le Neftchi Bakou, en l'équipe azérie pour 2 ans. Ça, Neftchi Bakou, c'est le genre d'équipe que tu vois sur les premiers ou deuxième tours de Conference League. Donc un choix assez audacieux, mais Montpellier qui continue un petit peu d'écumer, de se débarrasser de ses salaires, de ses indésirables après Jordan Ferry. Il faut voir quand même TJ Savanier qu'on a aperçu de mémoire un tournoi de pétanque à Palavas-les-Flots, je crois. Donc le bon TJ qui vit sa meilleure vie. La vie continue pour lui, il a bien raison de profiter. Ah, Mercato de Valence. Peut-être qu'on fera un focus sur Valence une prochaine fois parce qu'il y a des petits mouvements à droite à gauche qui m'intéressent avec Arnaud Danjuma qui rejoint officiellement Valence. Annoncé depuis plusieurs jours par les médias espagnols, son transfert vient d'être officialisé. Passé par Bournemouth, Everton ou encore Tottenham. 6 mois en prêt, le Néerlandais de 28 ans s'est engagé jusqu'en 2028. Danjuma qui avait aussi fait un prêt à Gérone. Danjuma, il a quand même une carrière très bizarre. Parce que il a pété avec Villarreal et cette demi-finale de Ligue des Champions. Mais depuis, j'ai l'impression que ça a fait que stagner, régresser, surtout qu'il a enchaîné un nombre de prêts, un truc un peu illisible, quoi. Donc, formé au PSV, Nek Nimeg, révélé à Nek Nimeg, il passe à Bruges, eux, ils savent très bien y faire. Une saison à Bruges, Bournemouth, 16 millions. 2 saisons à Bournemouth, Villarreal. Et alors après, à l'hiver 2023... ça y est, on y va. Un prêt à Tottenham, retour, un autre prêt à Everton, retour, Gérone, Villarreal et la Valence. Donc, à voir. Mais il va falloir qu'il se relance. Et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Mais ouais, il est loin de son meilleur niveau. Même avec les Pays-Bas, il avait un moment où il était devenu titulaire. Il avait, tu vois... ouais. Alors... désolé, j'étais persuadé que Danjuma avait au moins une vingtaine de sélections avec les Pays-Bas et qu'il avait enchaîné. Finalement, c'est juste 6 matchs de but. Donc, j'ai un univers parallèle où j'ai vu Danjuma beaucoup jouer. 22 minutes là, un match contre la Belgique, un but. Sinon, après, t'as joué 2 matchs d'affilée contre le Monténégro et la Norvège. T'as joué contre Gibraltar, t'as marqué. Et t'es entré en jeu. Désolé. Vraiment, j'étais persuadé qu'il avait beaucoup plus joué avec les Pays-Bas. Une carrière un peu à la Kakuta. Ouais, une carrière un peu à la Kakuta. C'est pas simple. Ouais, le maillot jaune prime d'Danjuma a perturbé. J'avoue que Danjuma, je le voyais plus beau que ce qu'il était. Mais ce qui est sûr, c'est que ses meilleures années, c'était avec le sous-marin jaune. Même si à Bournemouth, c'était un sacré joueur également. Mais ouais, tu vois, 15 buts, 7 passes D en Championship avec Bournemouth. 10 buts, 3 passes D avec Villarreal. En sachant qu'il fait aussi cette campagne de Ligue des Champions à 6 buts. Et Villarreal qui va jusqu'en demi-finale. Donc c'est là où vraiment, mais ouais, t'as l'impression que ça a été je vais pas dire un one season wonder, mais un one shot sur 2-3 saisons et puis tout ça. Ouais, c'est vrai que on en a pas parlé, mais parmi des carrières très bizarres, Alan Saint-Maximin qui va au Mexique. Alors bizarre, en même temps, moi j'aime bien ce type de choix, voilà, où on s'y attend pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à 28 ans, t'enchaînes Turquie, Arabie Saoudite, Mexique. T'es loin du top 5 européen, c'est pas simple quoi. Donc il va découvrir le club América. Et là pareil, ouais, c'est vrai que Saint-Etienne très jeune, Hanovre, Bastia, Monaco, Nice, Newcastle, Arabie Saoudite et Fenerbahçe.
Donc, ouais, il va se faire kiffer. C'est ça, il va se faire kiffer. Mais vu son discours chez Zach, on sait pourquoi il joue. Ouais, c'est ça. L'interview, au moins, je pense que c'est un mec franc sur ça, mais après, en même temps, est-ce qu'il aurait pu faire mieux, tu vois? Enfin, parce qu'au bout d'un moment, c'est des discours comme ça et tout, mais enfin, ça a été un bon joueur de première ligue, mais ça a jamais été un top 2, top 3. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut aussi remettre, relativiser, quoi. Bah, il aurait pu revenir en Ligue 1, je pense que c'est comme d'hab, le salaire que ça palpe. Bon courage pour y aller, quoi. Carlos Dominguez prolonge au Celta Vigo, ok. Un attaquant de la Fiorentina prêté à Lecce, Ricardo Sotil, qui passe. Putain, c'est vrai qu'après 6 mois, passé du côté de la Milan. Aucun souvenir. Pareil, des fois, il y a des trucs, tu passes à côté. L'attaquant de la Fiorentina, âgé de 26 ans depuis 2018, est prêté à Lecce. Parce que du coup, la phrase n'est pas claire, parce qu'on dirait qu'il a 26 ans depuis 2018, mais c'est bien, il est à la Fio depuis 2018. Leverkusen veut Loïc Badé. C'est vrai qu'on a parlé du dossier du défenseur central. Loïc Badé qui a été peut-être annoncé à l'OM, au Barça, et peut-être Chelsea qui devrait en rechercher un. Par contre, Leverkusen qui s'intéressera à lui, un transfert autour de 30 millions d'euros. Ça, franchement, Loïc Badé en Allemagne, c'est très très bien. Franchement, ça, je suis persuadé que ce sera une réussite avec le bon vieux Ten Hag. Mais ouais, c'est le club parfait. Franchement, c'est un deal qui est très très bon pour lui. Après, c'est un mec qui est très fort à Séville, qui a été très bon lors de la campagne d'Europa League qu'ils prennent. Bon, Séville, ils en ont pris je sais pas combien, mais la dernière. Et il y a beaucoup de supporters et de suiveurs de Séville qui disent en gros, enfin, il est trop fort pour cette équipe qui est devenue médiocre. Loïc Badé, j'ai quand même cette petite curiosité de me dire si on le mettait dans un club élite, et je manque pas de respect à Leverkusen, mais si on le mettait Barça-Chelsea, qu'est-ce que ça donnerait? Je sais pas. C'est quand même un mec qui pour moi peut peut-être élever son niveau de manière significative, parce qu'à chaque fois que je le vois, j'aime bien. Moi, j'ai l'impression que vous êtes d'accord. 30 millions sur Badé, c'est trop. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'à 20-25, ça te paraîtrait un peu mieux, mais un central qui est encore jeune, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal du tout, quoi. S'il était à Chelsea, j'aurais à Strasbourg. Attention ça, attention. C'est quoi ton avis d'ailleurs sur Leverkusen de Ten Hag? Alors, ça a très mal démarré, On parle de matchs amicaux, vous connaissez la règle. Ils ont pris 5-1 par les U21 de Flamengo. Donc on s'est tous dit, ouïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Ça va être... c'est quoi ce bazar? Et au final, voilà, ils font leur préparation tranquille, ils se remettent dedans. Mais t'as beaucoup de jeunes joueurs qui sont arrivés. Je pense qu'ils préparent un petit peu l'avenir. Bon, t'as un nouveau gardien parce que Radecki arrive à Monaco. Du coup, t'as Flecken qui le remplace, 32 ans. Sinon, t'as Ibrahim Maza, 19 ans. Grosse pépite, très curieux de le voir. Jarel Kwanza, gros investissement de l'été, 35 millions d'euros. Malik Tillman, 23 ans en provenance du PSV Eindhoven. Christian Kofané, 18 ans, Albacete. Abdoulaye Faye, Daken. Tim Omerman, 21 ans de Bochum. Et un jeune ailier droit de City. On sait que ça forme très très bien chez les Anglais, notamment City. Donc ça, tu vois, c'est le genre de joueur qui peut péter. Et Axel Tapp, le PSG U23, enfin, qui apparaît que le PSG, Luis Enrique aurait bien le conservé. Finalement, il a signé libre là-bas. Franchement, je trouve que ça peut avoir de la gueule. J'ai juste envie de voir parce que le cycle Xabi Alonso s'est achevé et c'est pas évident de passer après. Et surtout avec les joueurs qui sont partis, les Wirtz Xhaka. Mais t'auras un effectif, pour moi, sur le potentiel, peut-être que ce Leverkusen-là pourra concurrencer le Bayern d'ici un an, mais ça doit faire deuxième, troisième, quoi. Enfin, en vrai, je pense qu'ils vont être encore très très bien armés. Parce que là, t'as Flecken au cage, Hincapié, Tapsoba, Kwanza, Bélocian, Tap. T'as toujours Grimaldo qui est là. T'as Arthur à droite. T'as la paire de Frimpong aussi, que j'ai pas mentionné, qui est évidemment colossale. Henrich, Palacios, Alex Garcia, Malik Tillman. Peut-être ça manque d'un milieu supplémentaire. Parce que j'ai peur que ce soit trop léger avec la LDC à côté. Hoffman, qui est là. T'as Adli, qui a été cité à l'OM pour pourquoi pas remplacer Jonathan Rowe. T'as Terrier qui est blessé, sinon t'as Nathan Tella. Boniface, Chic, Kofané. En vrai, peut-être c'est pas encore trop fourni en profondeur de banc. Peut-être qu'il manque 1-2 remplaçants. Mais sinon, je pense que le 11 compétitif aura de la gueule. Ouais, c'est ça, je trouve, je suis d'accord avec toi. Gears Football, ça manque peut-être un peu de qualité dans la profondeur, mais ça sera dur à voir. Vu les noms et la jeunesse et la moyenne d'âge, je pense que ça peut vraiment être bien. Ouais, moi j'ai envie de voir ça. Mais je pense que ce projet-là, avec tous ces recrues, dans un an peut-être,
On verra un Leverkusen qui sera très très bien armé et qui va faire de nouveau peur. Après, Ten Hag saute avant la fin de saison. En vrai, je comprends la take. Je pense que dans pas mal de prédictions, c'est un choix qui va se retrouver. Mais c'est un club avec beaucoup moins de pression que United. Pour moi, la vérité, c'est Ten Hag qui a la clé. C'est est-ce que mentalement, il est prêt à repartir au combat et à se remettre dans le moule. C'est quand même un coach qui a fait de très bonnes choses à l'Ajax dans un projet où, tu vois, c'était pas un truc comme United démentiel. Là, Leverkusen, il retombe dans un club un petit peu de cette dimension-là. Même si, évidemment, Leverkusen n'a pas la même histoire très très vaste, légendaire même de l'Ajax. Mais dans l'aspect pression, je trouve que c'est un bon move, ouais. J'ai vu que, oui, c'est vrai qu'on a parlé de Badé, mais c'est vrai qu'ils ont aussi tenté Akliou chez Leverkusen. Donc on va voir si ça peut aller au bout. Meister quitte définitivement Rennes pour Pise. Bon bah voilà, ça c'était un des joueurs que le Stade Rennais voulait faire partir. Je crois qu'à Rennes, ils voulaient faire une vingtaine de ventes cet été. Je crois qu'ils en sont à déjà 19 départs, peut-être déjà 20. Donc on a exfiltré beaucoup de monde. Autre renfort à Sunderland, c'est Masuaku, qui retourne en PL, lui qui a déjà évolué à West Ham. Défensif, ouais. C'est la 10e recrue du club anglais. Tu vois, j'ai fait la vidéo et il y a Guyu, Masuaku, peut-être Kelly. Les mecs, ils s'arrêtent pas. Je pense que ça va recruter et je pense que cet hiver aussi, ça recrutera également. Sassuolo recrute un ancien Messin. Fali Kandé s'est engagé avec le club italien, passé par Portimonense. Il est arrivé à Venise, donc il reste en Italie. Donc voilà, un promu aussi, Sassuolo. Ablin, on va en parler. Et Darwin Núñez qui rejoint Théo Hernandez à Al Hilal. Ça aussi, c'est fait avec un transfert estimé à 53 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on dit de Darwin ? Est-ce que c'est un rendez-vous manqué ? Est-ce que c'était une évidence que ça allait se planter ? Est-ce que ça peut encore rebondir ? Est-ce qu'il s'est fait tué parce qu'il arrive en même temps qu'Haaland à l'été 2022 et du coup tout le monde fait des comparaisons alors que bon, il y a un mec qui était déjà plus avancé que l'autre, je sais pas, mais j'étais dans le train Darwin Núñez, j'avais pris ma place, première classe je pense, le petit wifi, j'avais passé la commande au wagon bar avec Francisco le barista qui m'avait préparé mon petit espresso, mon petit cookie, j'étais très très bien dans ce train. Et puis le train, il a fait une pause un peu interminable à Saint-Pierre-des-Corps, parce qu'il y a eu des obstacles. Il a carrément déraillé. C'est vrai qu'on peut le dire, je voulais pas partir sur un truc trop grave, mais du coup le train, je suis resté bloqué dedans, et du coup il y a eu une panne d'électricité. Donc plus de wifi, plus de clim. On a failli me voler mon sac aussi, au passage. Donc c'est pour dire à quel point ce train, j'en garde un mauvais souvenir. Darwin, tu m'as déçu. J'y croyais, franchement j'y croyais. Je trouvais que pour Liverpool, après l'alternance Firmino, Jota, une pensée évidemment. D'ailleurs, au passage, Jota, voilà, hommage lors du Community Shield, les gerbes de fleurs, les tifos, tout ça. Mais la minute de silence perturbée par des mecs qui hurlent, je pense des mecs trop bourrés. Franchement, en Angleterre, c'est là où tu dis normalement la minute de silence, t'entends voler les mouches. Là, j'ai pas compris. Là, je trouve vraiment que c'était un manque de respect absolu. Donc, assez triste de voir l'hommage gâché pour Diogo Jota et son frère André. Donc voilà, mais ouais, Darwin, j'y croyais. Je pensais que ça pouvait le faire et finalement ça n'a pas fait. Ouais, bah du coup Benfica, eux, ils ont fait un transfert à 80 millions d'euros et ils s'en frottent les mains. C'est exactement ça, quoi. Le train, il était à côté de la gare surtout. C'est exactement ça. Tu le mets à Naples ou un club dans le genre, il cartonne. Bah c'est vrai que tu mets ce type de joueur à Naples, un petit peu, bon, on a beaucoup parlé de la ressemblance Cavani-Darwin Núñez, même si je trouve que finalement Cavani avait plus les épaules pour assumer ce rôle de gros buteur, gros neuf. Mais ce qui est sûr, c'est que tu le mettais dans le lab de Conte. Ah oui, je pense qu'il aurait fait sa saison à 20 buts en Serie A et tout. Mais là, il part pour l'Arabie Saoudite à 26 ans. C'est dur, c'est dur. C'est surprenant d'ailleurs, c'était le premier transfert très coûteux de Poule. Ouais, c'est vrai que ce transfert, je pense qu'ils ont du mal à le digérer. Oui, du respect sur Cavani, mais c'est sûr que là, maintenant, quand tu vois que Darwin part à 26 ans en Arabie Saoudite, tu te dis que ouais, ça enterre des choses. Ça enterre des choses. Oui, c'est vrai que Bundesliga, mais pareil, avec son salaire, Dortmund, le Bayern, peut-être Leverkusen s'y fera un effort. C'est pas simple, quoi. On va y aller sur le dossier Ablin.
à Naples, il n'aurait pas tenu avec la pression des tifosi. C'est vrai que là-bas, certains ratés, ça peut ne pas pardonner, quoi. Van Dijk, ça a coûté aussi cher. Ouais, Van Dijk, pour de mémoire, c'était aussi aux alentours des 80. C'est ça. Mais oui, à Dortmund, il y a le go de Guirassy. On ne s'en fait pas. C'est très clairement ça. Darwin Nunez à Francfort. C'est vrai que un Darwin en échec, tu le mets à Francfort 6 mois, et juste après, tu as Chelsea qui lâche 150 millions d'euros. C'est vrai que la machine la machine magique de Francfort, faut respecter. Revendu 50, c'est ok. Alors, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit naïf sur le transfert. Un transfert à 50 millions d'euros, en sachant que Liverpool cherche à acheter Isaac, un club saoudien qui achète Nunez, alors que le club saoudien, enfin, il y a un... Je vous laisse résoudre le Cluedo, mais pour moi, il y a un truc pas net derrière un montant comme ça. Mais on peut imaginer qu'un Darwin, ça peut valoir ça. Bah, c'est pas mort, Isaac. C'est mort au 9-10 août. Mais je vous le dis, le mercato est très très long. Et si c'est mort au 9-10 août, ça ne veut pas dire que c'est mort au 31 août ou au 1er septembre. Donc, attention. D'ailleurs, Chelsea qui va battre son propre record de vente en un mercato, Liverpool et Everton, c'est pas loin. C'est vrai que on parle énormément des achats de Chelsea qui sont compulsifs avec beaucoup de monde. Il y a du prêt, mais c'est vrai qu'à chaque fois, Chelsea, ils vendent un paquet de monde. Du coup, ça peut revenir à l'équilibre. Même si c'est des fois périlleux, c'est des combines, tu te dis comment... Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Mais au final, c'est vrai qu'ils vendent bien. C'est vrai qu'ils vendent très très bien, quoi. Du coup, on va commencer à évoquer nos petits dossiers avec évidemment des informations qui sont apparues dans la presse sur Mathis Sabine qui partirait au clash avec Nantes. L'attaquant était en tribune à la Beaujoire samedi pour la rencontre face au Paris FC. Tiens, un des clubs qui le sollicite. Il souhaite partir, mais Nantes ne lâchera pas à n'importe quel prix. Et un bras de fer semble engagé. On a été peu convaincus de cette blessure qui aurait tendance à être considérée comme diplomatique en cette période de mercato. La raison invoquée est une gêne aux adducteurs contractée lors d'un taureau. Ce que l'attaquant réfute, bien que en temps normal, il aurait sans doute pu au moins figurer sur le banc. La situation autour de son avenir commence d'ailleurs à l'agacer au point de ne plus dormir la nuit, sachant que des considérations personnelles hors foot peuvent aussi entrer en jeu. Marseille était venu le premier et avait proposé 15 millions d'euros. Lille et Sedan ont ensuite pris la température. Puis c'est donc le club parisien, le PFC, qui a proposé 25 avec bonus. Le FCN a tout refusé en prenant parfois son temps pour répondre, estime-t-on côté joueur, alors que le club estime que le timing était tout à fait normal. Nantes, pas vendeur, pourrait commencer à réfléchir à partir de 40 millions d'euros. Luis Castro, évidemment, compte sur Abin. Pour l'heure, dans un souci d'apaisement, Abin n'a pas prévu de sécher l'entraînement de lundi. De son côté, le FCN, qui se dit inflexible, ne commencera pas à réfléchir à un départ qu'à partir de 40 millions d'euros, sachant que d'autres prétendants comme Wolverhampton et Francfort seraient prêts à passer à l'action. Nantes réaliserait alors, s'il le souhaite, la plus grosse transaction de son histoire. On a parlé de Francfort. Ablin, s'il va à Francfort, dans 1 an, 2 ans, c'est une trajectoire à la Ekitike, à la Marmouche. Ça, par contre, j'en suis intimement convaincu qu'ils vont... Autant Wai, j'ai envie de voir s'ils vont vraiment le faire. Autant Ablin, j'ai pas trop de doutes. 40 millions pour 9 buts en Ligue 1, c'est abusé. Alors, je pense que Nantes est loin de la réalité avec le prix du joueur, mais ils ont raison, enfin, je dis pas qu'ils ont raison de bloquer, mais ils ont raison de mettre un prix élevé quand tu vois qu'il y a autant de prétendants. C'est vrai. Paris FC, Marseille, Lille, Sunderland, Wolverhampton, Francfort. T'as 6 clubs qui l'ont voulu à différents degrés de prix. Au moins, tu sais que ça peut se battre. 25-30 millions. Pour moi, si ça part, ça se réglera à 30 millions avec un petit peu de bonus. Je pense que ça sera ça. Il en vaut 20 grand max. Franchement, il n'y a eu que 9 buts. Mais c'est 9 buts dans le FC Nantes d'Antoine Comboiré. Une équipe où tu as 25% de possession. Tu as 10-15 ballons par match. Tu que des miettes. C'est un travail ingrat. Et sur ces buts, il y a eu des enchaînements de très très haut niveau. Souvenez-vous du but lors de la dernière journée contre Montpellier. Bon, Montpellier déjà relégué. Mais un enchaînement à la Giroud où vraiment c'était très très fort. Au parc, il a été impressionnant, dit Zlatanesque. La seule fois où j'ai vu Pacho se faire manger, c'est par Mathis Sabine. Ce but démontre à quel point c'est un attaquant très talentueux. Et même si vous trouvez, et je comprends, 40 millions abusés, je pense que Nantes a raison de ne pas le brader. Parce que c'est un vrai potentiel. C'est un mec qui sait faire beaucoup de choses. Mais, voilà, t'es dans une équipe qui l'an dernier
c'était pas simple de jouer au ballon, c'est pas simple de jouer au foot. Donc, j'aimerais beaucoup voir quand même Ablin dans ce FC Nantes nouvelle version avec Luis Castro. On semble pas se diriger vers cette option. C'est dommage. Mais franchement, après, c'est vrai que moi, si j'étais un mec utopique, je trouve que Ablin pour remplacer David à Lille serait parfait. Mais Lille, même s'ils viennent d'enregistrer 95 millions de ventes d'Iakité Chevalier, ils vont pas mettre 30 millions sur un attaquant. C'est fini, je pense qu'ils le feront plus. Si lui vaut 40 millions à Mikotadze, c'est combien? Bah franchement, je pense que c'est pareil. Enfin pareil, peut-être que je mets Ablin à 30 et Mikotadze à 40, tu vois. Mais ne sous-estimez pas Ablin. C'est un excellent joueur. Franchement, je trouve que, je vous le dis, que ce soit à Francfort ou ailleurs, dans 2-3 ans, alors ça c'est la take que Bruce avait faite, je crois, il y a quelques semaines, quelques mois, c'est plus sur hors-jeu sur un de ses lives, en disant qu'Ablin serait pas loin de l'équipe de France d'ici un an et demi. Je pense qu'il faudra peut-être passer plus de temps, mais c'est un profil qui est très séduisant. Si ça prend bien, Ablin peut se rapprocher de choses grandioses. Ablin, même prix que Cherki, on aura tout vu. Bah, peut-être que Cherki, l'OL aurait pu mieux le vendre. Après, on sait qu'il restait plus beaucoup d'années de contrat, qu'il y avait un accord avec le joueur qui aurait déjà dû partir au mercato d'été, mercato d'hiver avant. Mais je peux comprendre que le prix d'Ablin, encore une fois, choque. Mais moi, quand je vois qu'il y a autant de prétendants, Kita pète un plomb quand il avait demandé Ablin c'est 50 millions. C'est pas ça, hein, c'est pas l'histoire. Mais oui, c'est ça. En plus, on peut pas trop comparer la situation de Mikotadze, qui a encore 3 ou 4 ans de contrat, de Cherki et d'Ablin. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, même si on est toujours tenté de dire bah, tel ou tel truc, c'est ça. Tu continues hors jeu, est-ce que ça reprend encore hors jeu? Alors oui, évidemment, je continue hors jeu. Et la reprise, bah, c'est lundi 18. Hop, première journée de Ligue 1, avec toutes les bonnes prédictions qui seront là. Donc ça va être chouette. Et Ewen a raison d'apporter cette indication. Ablin a encore 3 ans de contrat. Du coup, un joueur qui a 3 ans de contrat, c'est pas la même chose qu'un qui est en fin de contrat. Voilà. Mais j'aimerais qu'il reste en Ligue 1, parce que je pense que ça peut être un attaquant un peu, pas vedette fétiche, mais c'est un gars qui peut être une des attractions du championnat encore. À Nantes, j'ai l'impression que l'histoire est terminée pour lui. Est-ce que Castro ou un dirigeant peut le convaincre? J'ai pas l'impression. Lille, de manière utopique, j'aurais adoré. Paris FC, financièrement, c'est ceux qui ont l'air les plus prêts à aligner. Par contre, c'est vrai que si on retrouvait le duo Simon-Ablin là-bas, j'allais dire à Charletti, non, ils ont déménagé à Jean-Bouin. C'est vrai. Ablin en rotation au PSG serait pas dégueu, je trouve. Ça, c'est de la take. Pour moi, il est pas encore prêt pour ce très très gros club. Moi, je pense qu'il lui faut cette étape intermédiaire, Paris FC Francfort, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'il y a 15%, il y a un petit bonus pour le Stade Rennais. Rennes à 15%, c'est le Ice Calder qui nous dit. Donc voilà. Pour le Paris FC, ce serait pas un bon choix pour lui. L'effectif me semble encore bien trop léger. Après, je pense que le Paris FC est une équipe qui va se renforcer, qui va faire 2-3 recrues. C'est vrai qu'entre ce qu'on pouvait deviner au début du mercato et là au 10 août, on se dit bon, finalement l'équipe, ils ont pris Simon, Sangui, Otavio. Bon, c'est pas non plus le mercato du siècle, mais je pense qu'ils ont quand même une dynamique de montée. Ils gardent des mecs de Ligue 2. Je pense qu'ils vont encore faire un joueur par ligne et que ça aura quand même de l'allure. Après, il faudra voir sur le terrain comment ça prend. D'ailleurs, il y a un Marseille-Paris FC dès la 2e journée. Celui-ci, ça va être vraiment intéressant de voir. Après, le PSG peut le prendre cette année, le prêter dans un bon club de Ligue 1 de Bundes. Moi, je pense que s'ils prennent un offensif, ils le garderont. Enfin, j'ai du mal à croire qu'ils prêteront Ablin. Enfin, je trouve que la stratégie est bonne, mais j'ai du mal à voir le PSG faire ça. Par contre, un Chelsea, tu vois, ça serait capable. Chelsea, ils prennent Ablin et le prêtent au hasard. Où ça? Je me demande bien où est-ce qu'il enverra en prêt. Tiens. Le bas de la Ligue 1 est inquiétant en termes de recrues niveau sur la saison qui arrive. Nantes, Toulouse, Angers. Alors, Angers, je trouve qu'ils font une bonne prépa, mais ils n'ont pas d'argent. Enfin, ils ont un encadrement d'NCG pour recruter. Le Havre, ils ont pris que des recrues libres, ce qui est assez dingue. Du coup, j'ai envie de voir ce que ça donne sur le terrain. Toulouse, il y a du contenu en amical qui m'inquiète et il y a beaucoup de départs avec Arbouchal, Sierro, Gbo, Cresswell qui pourraient suivre. Donc attention. Nantes, en fait, c'est un petit tournant.
c'est un club qui, je sais pas, j'ai envie de voir. C'est un peu l'année ou jamais avec Luis Castro pour réconcilier le FC Nantes avec le football. Et si avec lui ça prend pas, je me demande quel pompier ils iraient chercher. Pareil, l'énième retour d'Antoine Comboiré. Auxerre, dur. J'ai vu le match hier, ça manquait de qualité. J'ai vu quelqu'un m'avait dit, j'ai parlé d'Auxerre avec El Azouzi, si ça ne blesse pas, ça peut être une révélation. Auxerre, je pense qu'ils ont besoin de renfort aussi. C'est dommage parce que l'ossature de l'an dernier, même si Perrin, Djoubal et Traoré sont partis, je pense que ça peut avoir une belle tronche. Et Matoiso qui me dit rien à voir, mais je viens de voir que Ricardo Mangas vient de signer au Sporting, j'étais obligé de te le dire. Tu sais que j'étais sur. Enfin, j'étais abasourdi. Parce que ce mec, j'en ai vu des gars pas ouf. On le répète, hein. Pas de mauvais joueurs, que des mauvais contextes. Mais lors de la saison 2021-2022 à Bordeaux, je pense non, je peux rompre le pacte. Hein. Il y en avait des joueurs mauvais. Hein. Même si on était la pire équipe de l'histoire et qu'on a encaissé 91 buts, il y en a eu des mecs qui n'ont pas été bons et que ça démange. Hein. Mais du coup, écoute, lui qui rebondit au Sporting, bah comme quoi. En plus, il a une coupe un peu mulée. Assez années 80, enfin vraiment un sacré loustic, sacré énergumène. Diakité t'en as parlé, Lille prend des risques en faisant confiance à Ngo en défense centrale, on sait pas trop ce qu'il veut, ça c'est ce qu'il vaut, pardon, ça c'est le genre de transition que j'aime. Est-ce qu'on partirait pas dès maintenant sur ce fameux dossier Bafodé Diakité qui va s'envoler à Bournemouth, transfert estimé à 40 millions d'euros, très très belle vente. Je trouve que même si pour certains Bournemouth ça fait pas rêver, c'est quand même un club qui travaille très très bien, qui a vraiment monté une belle équipe. On a vu les deals Huysen-Zabarni. Je pense que de la part de l'entourage de Diakité, on s'est dit que un mouvement là-bas, si ça se passe bien d'ici 1 an ou 2 ans, ça rejoint l'élite de l'APL pour le double. Voire enfin l'élite de l'APL ou peut-être une autre grosse écurie. Donc Bournemouth qui craque sa tirelire pour lui, même si certains sont pas emballés parce que c'est Bournemouth, mais Bournemouth ça travaille vraiment bien. Franchement, je trouve que c'est un choix parfait pour tout le monde. Même si Huysen et Zabarni ont mis la marotte, lui je pense qu'il peut totalement s'adapter à l'APL. Alors Bournemouth pour l'instant ils ont recruté Petrovic, Truffert, je pense qu'il y aura encore du monde qui va arriver. Elie Junior Kroupi, qui revient de son fameux prêt à Lorient, entraîné par Iraola. À mon avis, ça va être intéressant, quoi. Tu vois, ils sont remontés en PL en 2022-2023, 12e, 9e. C'est une équipe qui a vraiment bien progressé. Franchement, je sais pas où est-ce qu'ils se placeront, mais je pense qu'ils seront pas ridicules cette année, quoi. Parce que tu vois, bon, t'as Zabarni qui s'en va, t'as Senesi, peut-être Senesi Diakité, je pense qu'ils prendront un autre central. Truffert. Après, au milieu de terrain, t'as Tyler Adams, le bon vieux Ryan Christie, Alex Scott, Marcus Tavernier, Justin Kluivert qui sort lui aussi d'une très belle saison, Antoine Semenyo, Dango Ouattara. Dango Ouattara, j'ai vu qu'il pourrait aller à Brentford pour remplacer Wissa. Evan Nilsson, Louis Sinistera et Junior Kroupi. Je pense que le mercato de Bournemouth n'est pas terminé, mais j'ai plutôt un bon feeling. Et après, pour Bafodé Diakité, si on parle, c'est aussi son avenir en sélection. C'est un joueur qui, je pense, à l'heure actuelle, est peut-être... parler de la hiérarchie des défenseurs centraux français, surtout chez les jeunes, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de monde. Wissa, il va où? Apparemment, Wissa, c'est soit Newcastle, soit j'ai vu l'Arabie Saoudite, mais apparemment, ça pousserait pour aller à Newcastle. Donc, à voir si ça aboutit. Mais Diakité, je pense que je vous ai parlé de ce gros transfert d'ici 1 an ou 2 ans. Je pense que l'équipe de France, pareil, hein, d'ici 1 an ou 2 ans, il sera plus très loin. Je pense que c'est un mec qui a montré de très belles choses au LOSC, qui est peut-être passé de temps en temps sous les radars, qu'on n'a pas assez valorisé, mais à mon avis, ça peut être assez haut. Mais belle perte pour Lille, du coup. C'est ça qui va être un petit peu le pendant, c'est que le LOSC vend très très bien. Là, on va être sur 2 transferts qui sont des ventes top 10 hein, du LOSC, qui a pris cette habitude, mais attention à pas trop s'affaiblir. Tu vois, PP 80 millions, Osimhen, bon,
je vous refais pas l'histoire d'Osimhen à Naples, hein, mais les 78 millions d'euros, je sais pas qui en a vu la couleur, mais sans doute pas le club. Lenny Euro 62, Leao quasiment 50, Chevalier 40, même s'il y a sans doute des bonus. Amadou Onana quasiment 40, Botman 37 millions, Hazard 35 millions, Baleba 27, Gabriel 26. Donc Diakité, il va être 5e, voire 6e, mais franchement bien. Vraiment très très bien quoi. Diakité, la sélection, c'est dur à 24 ans. Non, franchement, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Diakité peut jouer latéral droit et vu le faible vivier qu'a l'équipe de France à ce poste, il peut postuler. C'est vrai qu'il y a aussi cette polyvalence. Après, pour moi, Koundé est indiscutable. Et je trouve que Gusto a marqué pas mal de points sur les dernières sorties, que ce soit avec Chelsea et les Bleus. Donc, peut-être qu'il est, allez, 3e, 4e pour être à droite. Parce que t'as Kaloulou, t'as peut-être Klose. Mais là, il va être en PL. Il va être vu, valorisé chaque week-end. Je le sens bien pour Bafodé Diakité. Je le sens très très bien. Ouais, j'ai déjà parlé de Karabekh à Tomix. J'ai dit que, de toute façon, à 3,5 millions d'euros pour un remplaçant, enfin prêt avec option d'achat non obligatoire, c'était très très bien. Oui, Gusto est large devant. Ouais, Gusto, de toute façon, il a fait une très très belle Coupe du Monde des clubs. Il va continuer à monter en puissance. Donc ouais, je le sens bien quoi. Nicolas Pepe, 80 millions, ça pique les yeux. Après, j'ai dit que Lille vendait très bien. J'ai pas dit que les clubs acheteurs avaient toujours du pif. Hein. Mais c'est vrai que on a eu Monaco sur la décennie 2010. J'ai l'impression que Lille est le club qui vend excellemment bien sur la décennie 2020. Après, évidemment, il y a d'autres clubs comme Rennes par exemple, ou voire l'OL qui vend bien. Mais là, en termes de spécialité, je trouve qu'on s'y retrouve pour ces clubs-là. Et oui, Nicolas Pepe évolue du côté de Villarreal. Après, maintenant, au LOSC, est-ce qu'on est inquiet? Ils ont signé Romain Perrault. Il y avait ce besoin impératif de prendre un latéral gauche. Donc ça, ils l'ont fait, je suis content. Il va falloir remplacer peut-être un Bafodé Diakité. T'as Nathan Ngoy qui va être là, qui est un jeune joueur qui débarque du Standard de Liège. On va le découvrir en Ligue 1, 22 ans. Je pense que lui, c'est le fameux projet. Peut-être que dans 3-4 ans, il suivra les traces de Gabriel, Botman, mais on ne sait jamais. Donc peut-être qu'il y aura une sécurité. Au milieu de terrain, j'ai l'impression que c'est assez fourni. Muko, Bentaleb, André, Ragoubert, Boadi, André Gomez, Mbappé, Haraldson aussi. Ça va. Latéral gauche, t'as Burley qui revient de son très bon pré au Mans et Perrault. À droite, t'as Meunier, t'as Thiago Santos qui doit revenir des croisés. Ça, au niveau du jeu, ça peut leur faire tellement du bien. Faut voir dans quel état physique. Et pour moi, il y a juste cet attaquant. Et le gardien. Le gardien, évidemment, hein, parce que là, aujourd'hui, t'as Arnaud Baudard qui pourra dépanner sur les premières, deuxième journées. Mais sinon, faut voir quoi. Faut voir ce que ça donne. Et Zegrova, il part. Alors, Létang a donné une conférence de presse où il dit qu'en gros, il parle aux joueurs, que lundi, ils pourraient reprendre l'entraînement collectif et qu'ils feront le point. Est-ce que les positions ne sont pas rapprochées en mode, est-ce que Zegrova, il resterait pas pour une dernière saison sans prolonger? Je sais pas. Mais j'imagine que il y aura quand même un départ, à voir si c'est Marseille ou ailleurs, à 15-20 millions d'euros, quoi. Boadi intéresserait Luis Enrique d'après des infos. De toute façon, je pense que Boadi, à partir du moment où il a fait son premier match en pro à 15 ans ou 16 ans, c'était en Conference League contre Klaksvik, les mecs des îles Féroé. Je pense que tous les scouts, c'est ça qui est dingue, mais tous les scouts, ils ont ce genre de joueurs dans leur carnet à 14, 15, 16 ans, quoi. Donc Boadi, je pense que le PSG le suit de très longue date, et c'est vrai que ça pourrait être un renfort à l'été 2026, mais Boadi évolue dans la même zone que Vitinha. Qu'est-ce que ça signifie en termes de hiérarchie, tout ça? C'est vrai que le match contre le Real, c'est un match signature. C'est comme le match que Camavinga avait fait à 16 ans contre le PSG. Là, pareil, très fort. Et, tu penses à qui comme gardien pour Lille? C'est une très bonne question. Non, Lille va pas vendre tout le monde, mais je pense qu'on parlait de l'été 2026. Tu penses à qui comme gardien? Ça parlait de Delange de l'OM, mais c'est une doublure. Après, ils ont l'air pas mal. C'est vrai que Robin Roos de Nimeg, ça me paraissait très très bien. Un gardien turc. J'ai vu qu'il y avait un gardien turc qui était suivi par le LOSC. On va voir ça. Mercato est plus que rumeur. Une nouvelle piste. Alors que Lucas Chevalier s'est engagé avec le PSG, le gardien d'Eyüp Sport, Berke Ozer. Eh bien écoutez, on ressortira de ce live moins bête. J'ai découvert une équipe.
et YouSport. Autant il y a les clubs turcs que je connais, bon, ceux d'Istanbul, après il y a Trabzonspor, Bursaspor, Ankara Gucci, tout ça. Mais là, je ne connais pas du tout, donc... âgé de 25 ans, il est actuellement évalué à 6 millions d'euros par le site Transfermarkt. 64 matchs pour 24 clean sheets et seulement 48 buts encaissés sur les 2 dernières saisons. Première sélection avec la Turquie. Ok, bah... à voir, hein. À voir, hein. Là, pour le coup, je ne connais absolument pas le gars, donc à voir. Bah, Yevan Diouf, il a signé à Nice, et Yaya Fofana, ça pourrait être pas mal, mais Yaya Fofana, comme il y a des clubs anglais qui le suivent, Angers demanderait presque 10 millions, et j'ai du mal à voir... le LOSC mettre 10 millions sur un gardien. Après, bon, au bout d'un moment, il fera peut-être... EU Sport était coché par Arda Touran la saison dernière. Bah voilà, ce genre d'infos regroupe l'ensemble. Donc, le mercato du LOSC va se poursuivre et ça va être intéressant de voir comment ils vont un petit peu s'en sortir sur tous ces dossiers, quoi. Yaya Fofana est titulaire avec la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'être gardien international, ça peut forcément t'ouvrir quelques portes. Yaya Fofana et Abdelli toujours en salle d'attente. Un statu quo épineux. Des intérêts. Leeds lui a préféré Lucas Perry. Newcastle a enrôlé Ramsdale. West Ham aussi sur ce rang sera pour parler avec le gardien du Werder. Le Torino a repris un gardien. Ouais, ça a l'air de pas être simple pour eux. C'est vrai que Hervé Kofi est arrivé, donc il est titulaire à Angers. À voir s'ils vont réussir à faire deal. Angers Paris FC, première journée de Ligue 1 dans le petit multiplex, ça va être intéressant de voir. J'ai l'impression qu'il est bien titulaire, hein. Il a vraiment bien enchaîné. Titulaire lors de la CAN. Ouais, j'ai l'impression que ça enchaîne très très bien. Et c'était Sangaré le remplaçant lorsqu'il était là. Donc, d'ailleurs, on a parlé de la CAN, mais la Côte d'Ivoire avec Adingra, Pépé, Guessant, Amad Diallo, Haller, Boga, tout ça. Franchement, la CAN, elle me hype de fou. Franchement, je pense qu'on va avoir une très très belle compétition. Ça va être bien sympa de voir ça. On a un autre dossier à évoquer, les potes. C'est bien sûr Kingsley Coman, autre joueur qui rejoint l'Arabie Saoudite. Selon plusieurs médias, l'international français pourrait quitter le Bayern pour Al Nasser, le club saoudien de CR7. L'international français, 58 sélections, pourrait s'en aller, a déjà donné son accord, lui qui est sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2027, et proposera à l'ancien ailier un PSG annuel. L'ancien ailier du PSG, un salaire annuel compris entre 20 et 25 millions d'euros. Le club saoudien lui aurait soumis une offre au Bayern d'environ 30 millions d'euros. Depuis le début du mercato, l'équipe de CR7 a notamment recruté le portugais João Félix pour 30 millions d'euros et le défenseur barcelonais Inigo Martinez. En vrai, c'est ça, respect pour sa carrière en Europe, rien à dire. C'est ça, c'est Coman, si tu l'as avec toi quand il est à 100%, parce que c'est un joueur qui a des blessures. Mais voilà, c'est ce genre de truc, est-ce que c'est pas le bon moment, tout ça. Le Bayern va aller sur Fofana. C'est vrai que là, pour le coup, je pense qu'à 100%, si Kingsley Coman s'en va, le lendemain, il y a une offre 40 millions pour Malik Fofana. Et c'est vrai, vous avez raison de le dire. On n'a même pas évoqué d'ailleurs la très très bonne nouvelle, enfin l'annonce incroyable. La Saudi Pro League sera sur Twitch grâce à Zach Nani qui va faire du contenu. Donc curieux de voir comment ça va être montré et tout. Mais certains évidemment ont été réticents en mode c'est un championnat pourrave et tout. On n'est pas obligé de s'y intéresser, mais n'oubliez pas que c'est le début de quelque chose. S'il y a la Saudi Pro League là, en août 2025, peut-être qu'il y aurait d'autres possibilités. Il a parlé de pourquoi faire de la coupe, super coupe. Je pense que c'est un test pour lui, de voir comment ça rend. Ça va être ça va être intéressant, quoi. Même si c'est un championnat mineur. Mais de toute façon, on vous demande pas d'acheter des maillots d'Al Nasser, tout ça, quoi. T'es déjà invité. Bah après, hein, si vous voulez m'entendre parler du 4-2-3-1 d'Al Ettifaq et du mercato 100% Ligue des Talents de Neom, on sera là, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un vrai changement. Enfin, pour le coup, on parle quand même d'une compétition de foot avec des gros noms, CR7, Benzema, Kanté, João Félix, tout ça, qui sera diffusé sur Twitch. Après, on n'est pas obligé de s'y intéresser, mais moi, il y a une vraie curiosité de voir comment ça rend et si le public répond présent. Parce que là, sur Canal, ça tournait il disait qu'il y a des audiences des fois à 1500 personnes, 5000. Là, sur Twitch, YouTube en combiné, je pense que ça peut faire des audiences sympas. Après, voilà, hein, c'est toujours une interrogation, une curiosité de voir comment ça rend. Mais l'initiative,
elle est top. Et je dis pas ça parce que Zach, je le connais bien, je fais des émissions avec lui, on s'entend très très bien. C'est franchement, ouais, je suis content. Je trouve que ouais, Malcolm, en plus on va revoir Malcolm. Voilà, on va revoir Malcolm, la légende des Girondins de Bordeaux. Euh... Pipion, t'as résilié l'abonnement d'Azon que t'as gardé pour la série à la redivisie. Alors, j'ai résilié parce que j'étais à 30 € par mois. Évidemment, j'ai fait partie des mecs, les fous du bus, les fous de la Ligue des Talents, où j'étais en mode, bon, je suis obligé, bah oui, pour vous faire les débriefs, j'étais obligé de prendre l'abonnement. Ça m'a fait mal, hein, mais voilà, on aime ce championnat. Hein. Bon, je vais pas dire que je regrette, hein, mais bon, c'était compliqué. Et dès que c'était possible, j'ai résilié. Et là, Vlatipa, que finalement, ils ont la Serie A et aussi le redivisé. Ça m'embête, hein. Mais je vais voir, parce que Ligue 1 Plus se lance demain. Si DAZN propose une offre avec Serie A et tout, je crois que ça pourrait être aux alentours de 17-18 €. Pourquoi pas? Et c'est vrai qu'il y a de la Pro A. Donc voilà quoi. Tu vas avoir quoi comme abo foot pour la saison du 25-26? Bah moi j'ai un peu tout. Hein. Franchement, moi j'ai tout. Hein. Moi je suis... Enfin, c'est obligé. Enfin, d'une part, il y a la passion. Et pourtant, tu vois, je supporte juste un club, les Girondins de Bordeaux, et je pourrais me contenter de TV7 et de YouTube. Mais voilà, moi je suis la Ligue 1 pour le boulot, parce que j'aime ça. Je suis obligé de prendre aussi les abonnements à droite à gauche. Mais oui, là pour le coup, Ligue 1+, on y va. On y va demain. Hein. On va la vivre cette aventure. Hein. On va voir ce que ça donne. En termes foot, j'aurais préféré qu'ils mettent en lumière le championnat national futur Ligue 3 dans lequel on aurait pu voir certains talents demain. C'est vrai que ça, l'initiative, on peut quand même en parler parce que BFM et RMC Sport vont diffuser des matchs, et ils ont déjà commencé, je crois, avec Caen-Aubagne. Ils vont diffuser des matchs de national. Vous pouvez avoir du Valenciennes, des équipes comme ça, qui seront dispo. Et ça, vraie belle initiative. Ça, pour le coup, c'est très très bien. Franchement, je trouve que ça participe d'un nouvel élan supplémentaire pour les droits télé. De toute façon, on est arrivé à un point où c'est très compliqué et tout. Là, ce que fait Zach, je vous le redis, c'est parti quoi. Enfin, on y va. On va voir ce que ça donne. D'ici un an, on verra les audiences, le rendu, les retours. Mais je pense que ça va être intéressant. Après, c'est dispo sur YouTube gratos. Ok. Ça veut dire que t'as RMC. Non, j'ai pas RMC. Parce que RMC, du coup, il te reste le MMA. Et ça, non. Valenciennes sera aussi sur BFM Grand Livre. C'est exactement ça. Du coup, Coman. Oui, on sent que c'est la fin d'une aventure, peut-être. Moi, évidemment, je suis le Bayern. Pour le garder en offensif supplémentaire, voilà, il connaît par cœur le club. Il pourra toujours te faire des différences. Mais au final, si tu veux aller sur un profil plus jeune comme Fofana, et si tu veux rompre avec ce cycle de blessures, parce qu'il en a eu pas mal, peut-être que ça peut être ça la solution. Mais en tout cas, à un an de la Coupe du Monde, à voir. Hein, parce que Deschamps, bon, il a quand même... Il y a Théo Hernandez qui est là-bas. Il y a Kanté qui l'a rappelé à l'Euro. Est-ce que c'est totalement la fin pour Coman? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des joueurs qui poussent derrière et que ça peut être un argument en sa défaveur. En tout cas, carrière légendaire, je ne sais combien de titres de champion. On rappelle que Coman a gagné tous les championnats auxquels il a participé de ses premières années au PSG jusqu'à la fameuse saison invincibilité de Leverkusen en 2023-2024. C'est quand même une stat qui est un peu irréelle, mais Coman, il n'y a qu'une seule saison où il n'a pas été champion. Et il a 29 ans. Il a commencé très jeune. Et fossoyeur du PSG. C'est vrai qu'il a pour lui cette séquence légendaire où il marque de la tête contre son club formateur en finale de LDC. Donc ça, c'est fort. Je prends tous les jours en doublure des offensifs au PSG pour une saison. Je peux comprendre. Je pense que le PSG, ce ne sera pas leur stratégie. J'ai l'impression qu'on va plus sur un mec jeune, ce qu'on a évoqué Akliouche Mora. Mais dans l'idée d'avoir un offensif comme ça supplémentaire, et n'oublions pas que le staff médical du PSG bosse très très bien, et qu'il y a des joueurs qui étaient assujettis à des blessures récurrentes, Dembélé, Nuno Mendes, depuis pas mal de temps. C'est très sérieux, très fiable. Donc pourquoi pas, ouais. Même un Gvara qui a eu quelques pépins à Naples, là, il s'est bien tapé, quoi. Coman et Harry Kane dans la même équipe, il fallait bien qu'une série s'arrête. C'est vrai que, vu comme ça, il y a des signes qui sont là pour exister. On a parlé de Première Ligue tout à l'heure avec Bournemouth. Je voulais qu'on fasse un petit focus. Vous savez qu'on aime bien faire ça 1 à 2 fois par émission sur des équipes qui font du mercato dont on ne parle pas assez. Et on a Everton. Qui est un cas qui m'intéresse. Everton, entraîné
Et oui, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas en 2010. C'est bien David Moyes qui entraîne les Toffees, qui est revenu en janvier 2025 pour sauver les Toffees de Sundage qui était à l'abandon. Il a entraîné Everton de 14 mars 2002 au 30 juin 2013. C'est-à-dire qu'il a entraîné Everton il y a 23 ans pour la première fois. C'est ouf, hein. Ça aurait pu être le Sir Alex, de ce club. C'est vrai qu'il est passé par la Real Sociedad aussi, un challenge qui s'est pas forcément très bien passé. Ensuite, on a eu Sunderland, une relégation à l'issue de la saison. West Ham, où il a quand même remporté une Conference League, ce qui n'est pas négligeable à l'échelle de West Ham. Et donc, il est revenu à Everton et il a fait plutôt... il a maintenu le club et tout. Et du coup, on va pouvoir avoir un petit mercato qui se met tranquillement en route. Tierno Barry, une des révélations de la saison en Liga, est globalement un joueur qui a une progression assez folle. Lui qui était passé par Sochaux, la Belgique, la Suisse, qui est en train de totalement décoller. Tierno Barry, ouais, c'est ça. Sochaux B, Beveren, une saison, il va à balle 3 millions d'euros. Chaque année, il fait un gros transfert. Il fait un gros transfert à son échelle, mais il part pour beaucoup plus. L'été dernier, c'était à Villarreal pour 20 millions. Villarreal qui l'a vendu à Everton, là, pour 30 millions d'euros. Un joueur qui, forcément, de par ses qualités athlétiques, 1m95, la puissance qu'il dégage, j'ai très très hâte de le voir C'est pas un buteur phénoménal, tu vois, 11 buts l'an dernier en Liga, 12 buts avec Bâle, championnat et tout, je parle juste du championnat. 20 buts quand même avec Beveren, c'est vrai que ça c'est des belles stats, mais là en gros championnat on attend de voir, mais par contre lui ça peut très clairement péter de manière forte. Franchement, je comprends pourquoi ils sont allés sur lui, l'alternance avec Beto, et dire qu'il a failli signer à Saint-Étienne, on a eu Stassin. C'est vrai que tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais pour le coup je comprends pourquoi Barry était dans les petits papiers. Kiernan Dewsbury Hall, Chelsea qui était un remplaçant de luxe, mais tu vois dans le profil Everton, j'y crois tout à fait. Carlos Alcaraz, dans l'option d'achat, a été levé, 15 millions d'euros, le milieu argentin. Adam Aznou, gros espoir du Bayern, le jeune Marocain qui rejoint du coup les Toffees. En rappelant qu'évidemment, Everton joue dans son nouveau stade. Ça y est, ils ont inauguré l'enceinte, le Hill Dickinson Stadium, qui a été inauguré lors d'un match contre la Roma. Je crois que c'était hier. Donc, même si on était très attaché à Goodison Park, voilà, Everton a quitté ça. Bon, c'est vrai tu vois, tu montres ça comme stade, ça, voilà, j'ai l'impression de voir l'Alliance Riviera de Nice. Enfin, c'est vrai qu'on a tendance à dire que tous les nouveaux stades se ressemblent. Moi, le seul nouveau stade qui m'a fait une impression folle, c'est celui de Tottenham. Franchement, celui de Tottenham, il a un côté vélodrome avec des tribunes en virage très hautes qui s'étendent un petit peu sur la diagonale. Mais là, pour le coup, peut-être que certains trouvent que le stade est un peu impersonnel. Mais Goodison Park, on rappelle, une excellente nouvelle. Goodison Park ne va pas être détruit. Il est occupé par l'équipe féminine d'Everton. Donc moi, tu vois, par exemple, gros fan de foot, si j'ai envie d'aller faire un pèlerinage à Liverpool, il y a Anfield, il y a Goodison Park. Et là, je me dirais trop bien de pouvoir aller faire un tour à Goodison Park. Oui, j'ai des vacances trépidantes, mais voilà. J'ai envie de passer par le stade où Marwan Fellaini et Tim Cahill ont fait je ne sais combien de déviations. Du coup, je vous le disais, Everton a fait un match amical contre la Roma. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la compo, même si on parle juste d'un amical. Donc défaite 1-0 avec Pickford au cage, O'Brien latéral droit. Bon, O'Brien latéral droit, ça va peut-être pas rêver. Tarkowski, Braithwaite, Mikolenko, Idrissa Gueye, James Garner, Iliman Ndiaye, je pense, va faire une grosse saison. Tierno Barry, Dewsbury Hall, Alcaraz. Et sur le banc, t'as Aznou, Dwight McNeil, Beto, Michael Keane, Seamus Coleman, le vétéran toujours là, Youssef Chermiti et Marc Travers, un gardien que j'ai pas évoqué, qui arrivait cet été, quoi. Le stade qui a le plus de charme en France selon toi? Waouh! En fait, il y a des stades qui ont une âme, genre Bollard, Geoffroy Guichard, Vélodrome, la Beaujoire, la Méno. Quand je suis arrivé là-bas, et le parc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé qu'il y avait un truc. Et celui qui a le plus de charme en termes esthétiques, c'est pas simple, hein, parce qu'il y en a qui ont été rénovés pour l'Euro, tout ça. Ah, c'est compliqué.
Après, moi, je l'ai toujours dit, OM et Saint-Étienne, c'est les ambiances où j'ai été le plus coaché. J'ai fait Lens en mars dernier, mais c'était pas une ambiance comme celles qu'ils ont pu avoir en Ligue des Champions. Ouais, je pense que ça peut beaucoup plus péter, mais le stade, esthétiquement, je le trouve très beau, très sympa. Pierre Mauroy, parmi les nouveaux stades, tu vois, Pierre Mauroy, Alliance Riviera, Matmut Atlantique, peut-être un peu plus partagé. C'est vrai que Louis II, il y a la piste d'athlétisme, mais Louis II, avec les anneaux, tout ça, enfin les arches, c'est vrai que Louis II, on le reconnaît, il a son flow. Après, c'est vrai que c'est toujours subjectif, c'est toujours très très subjectif. Donc à voir, mais c'est vrai que cet Everton-là, il m'intrigue parce que on est sur une équipe qui n'a pas fait de compétition européenne depuis un petit moment. Si je ne m'abuse, on est plutôt sur une équipe désormais de deuxième partie de tableau. Et pourtant, longtemps, ça a été une équipe trouble faite. Tu vois, là, t'étais dans la PL. T'étais dans la PL du Chelsea de Mourinho, d'Arsenal de Wenger, du Liverpool de Fernando Torres, du City qui commençait à devenir très riche, du Manchester United de Sir Alex, de Tottenham qui était une équipe. Et tu vois, ils font 6ème, 5ème, 5ème, 8ème, 7ème, 7ème, 6ème, 5ème. Après, ça a un peu plus dérivé. Ils sont maintenus, tu vois, sur les dernières années. Ils ont fait une belle saison avec Ancelotti, qui était coach. Après, ça a été plus compliqué par la suite. C'était au moment du Covid. Et là, tu vois, 16e, 17e, ils se maintiennent à la dernière journée en 2023. 15e, 13e, les petits rebonds sur la ligne moise, mais très clairement, on est sur une régression. Je me demande quelle peut être leur place à ce niveau-là, quoi. Donc, demain, je vais voir Amiens-Reims. Ça se voit que je suis en manque de foot. Bah, en vrai, Amiens-Reims, première journée, redécouvrir Reims en Ligue 2, pourquoi pas. Moi, en vrai, tu me proposes ça. Si je suis à Amiens, je dis pourquoi pas. Ça finit entre 8 et 15. En fait, c'est ça ma question. C'est est-ce que ça peut jouer l'Europe? Et quand je parle de l'Europe, on s'entend, c'est plutôt Europa Conférence. Ou est-ce que ça peut être plutôt ventre mou, maintien? Je sais pas. Moi, je pense que ça peut être une équipe qui te propose quelque chose de pas mal. Franchement, j'imagine bien un petit ventre mou. Et peut-être qu'après, ça pourra s'accélérer. Mais David Moyes qui a toujours la recette. En tout cas, je trouve que le mercato permet de régler quelques problèmes. Et on ne l'oublie pas, c'est vrai que c'est pas fini. Avec Grealish, que vaut Grealish en 2025 à Everton. Dibling, par contre, gros espoir, qui a fait de très belles choses avec Southampton, même si les Saints ont été relégués. Ça, pour moi, ça peut être un joueur qui, David Moyes, peut vraiment mettre bien, quoi. D'ailleurs, enregistre ce que je vais te dire, mais retiens le nom de Nathan Talbot, latéral droit de 2007 Amiens. Bah écoute, c'est dans le carnet du scout. Là, c'est noté, c'est ratifié comme il faut. Mais ouais, franchement, j'aime bien Everton. Alors, tu vois, il y a peut-être quelques postes au milieu de terrain. Tu vois, en attaque, peut-être. Attaque, c'est vrai tu sens qu'il y a besoin d'un ailier. Tu sens qu'il y a besoin d'un Grealish, d'un Dibling. T'as Limia Ndiaye et je pense que sa deuxième saison peut être encore plus belle que la première. T'as Tierno Barry avec Beto qui a, je ne veux pas dire fait ses preuves, mais qui a un physique pour la PL, qui gênera des défenses, mais peut-être pour plus de buts. Je pense qu'aller chercher Tierno Barry, c'est pas mal. Simus Coleman, inépuisable, il est toujours là. Défensivement, t'as quand même de sacrés gaillards. Tu sais, t'as Brandwaite, qu'on n'a pas évoqué, mais Brandwaite, lui, il était annoncé un temps à Manchester United pour 80 millions d'euros. Ça paraît, je pense que ça peut faire affaire. Tu me rajoutes 1-2 joueurs de ballon dans cette équipe. Franchement, je pense que ça peut être un poil à gratter. Ça peut être vraiment une équipe embêtante. Donc, on suivra ça de près. L'Everton de ce David Moyes, toujours là. Et puis, comme toujours, pour terminer, on se fait les petites officialisations qui sont tombées lors des 3 derniers jours. La dernière fois qu'on a fait Live Mercato, c'était jeudi. Du coup, on a Thiago Moraes qui est prêté au LOSC à Casapia. J'ai l'impression que le mercato du LOSC hiver 2023-2024 avec Illich, Moraes, Fernandes, ça n'a pas porté ses fruits entre les blessures et le manque d'adaptation. Ça a été dur. Florian Hayé qui rebondit sur Servette. Alors, Hayé a pas forcément eu beaucoup de temps de jeu avec Auxerre, mais par contre en Suisse, je pense qu'il peut vraiment s'éclater. Je pense qu'il peut faire une saison à 10-15 buts, vraiment. Romain Perrault, on l'a dit, au LOSC pour 3 millions d'euros. Derman Karim, prêté par Lommel à Lorient, ok. Maeki, vu que Radetchi est arrivé à Monaco, prêté à Brest. Du coup, le remplaçant de Bizot. On va voir ce que ça donne. Parce que Maeki, bon, fait du con
faisait des bourdes. Là, Maeki, des fois, il a eu aussi ses moments d'absence. Et là, le souci, c'est que ça va être titulaire numéro 1, donc ça ne pourra plus pardonner. On l'évoquait la dernière fois, Lucas Högsberg, gros prospect, défenseur central danois qui arrive à Strasbourg pour 15 millions d'euros. Amadi Camara, jeune attaquant malien qui arrive au Sturm Graz en prêt à Nantes. On sait qu'à Nantes, il y a besoin de renforts offensifs. Du coup, intrigué par ce mouvement, par ce joueur qui arrive en prêt, qui a plutôt marqué avec la réserve du Sturm Graz. Donc à voir ce que ça donne, qui a fait des apparitions en LDC. Donc peut-être pour la rotation, à voir ce que ça peut donner. Chevalier au PSG, ça on le savait. Et Meister, on l'a vu dans le film Mercato, 5 millions, ok. En Angleterre, on a Mats Emerson, gardien de Leicester qui file à West Ham, 20 millions d'euros. Donc ça, on a un gardien. Sesko, on l'a évoqué la dernière fois, c'était fait 76 millions d'euros. Armando Broja, un des joueurs justement que Chelsea devait faire partir, 23 millions d'euros. Neto, qui rejoint libre Botafogo. Evan Guessant, on l'avait dit, à Aston Villa. Vitor Reis, City. Gérone, ça fait partie du City Group. Vitor Reis, qui aurait pu être un des joueurs prêtés à l'OL, qui va atterrir à ce niveau-là. Justement, Jonathan Rowe, à Rennes, t'en penses quoi? Alors, certains vont dire, Rennes fait les poubelles de Marseille et tout, Rennes fait les poubelles de Lens. Pour le coup, Jonathan Rowe, c'est assez jeune encore, et c'est un gros potentiel, si ça explose vraiment, que Rennes l'achète 20 millions d'euros. T'as toujours un petit risque que le joueur ne pète pas, mais moi, je trouve que ça peut bien marcher. Jonathan Rowe, en attaquant, qui tourne derrière un Kader Meïté avec Ludovic Blas, tout ça, franchement, je suis curieux de voir. Moi, je suis Marseille. Est-ce qu'il y a une urgence à vendre Jonathan Rowe? Je suis pas sûr. J'ai envie de... En fait, Jonathan Rowe en Ligue 1, on l'a pas assez vu pour se dire, tiens, il faut absolument le vendre. Je redonnerai quand même une saison de plus. En plus, là, avec la Ligue des Champions, il va jouer davantage. Je sais pas, mais à Rennes, je trouve que ça serait un bon coup sur le papier. Donc voilà. Ouais, après, ça, on les avait vus, les autres mouvements. En Espagne, Danjuma ok. Inigo Martinez, on avait suivi le Erwigo en direct, qui a bien rejoint Al Nasser. Ensuite, on a Cenk Oskarsar qui va à Cologne en prêt. Philippe Ugrinic qui rejoint Valence, 4 millions d'euros. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements du côté. Baptiste Santamaria, peut-être qu'on fera un petit focus sur Mercato de Valence qui a pas mal bougé, 2 millions d'euros qui file à Valence, Santamaria. En Italie, il y a des mouvements qu'on avait vus. Tovanke, Giovanni Simeone qui rejoint le Torino en prêt. Mbala Nzola, tiens, ancien Lensois qui va à Pise, promu. C'est vrai que la saison d'Enzola à Lens, pas assez. Et puis même l'investissement et tout, je sentais qu'il y avait la flemme. Cajuste qui va à Ipswich. Quadrado qui rebondit libre à Pise. L'ancien qui continue son tour. Et en Allemagne, ce qu'on s'est dit, ça bouge pas beaucoup, mais tu as quand même ce fameux transfert de Enzo Mio qui va à Lali pour 28 millions d'euros. Donc là, on est quand même sur un mouvement d'une certaine ampleur. Et sinon, non, tu as Ko Itakura qui va à l'Ajax, défenseur central, 28 ans, 10 millions d'euros. L'Ajax qui recherchait un patron. Donc, à voir. Vitor Reis peut exploser un peu comme Savigno. Moi, je pense que le City Group expert ça. Il se frotte les mains en se disant, si ça se passe bien, derrière, on récupère Vitor Reis, 17 ans, qui était capitaine du Brésil Espoir ou U17, je sais plus, mais lui, si ça prend bien, ce qui est sûr, c'est que dans 2-3 ans, on peut le retrouver très haut dans la hiérarchie des défenseurs. Morata, comme ça va être quasiment officiel. Je pense que ça va bientôt tomber. Bon les amis, on arrive à la fin de ce live, de ce récap Mercato. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, vous étiez nombreux, encore une fois très actifs. Ça fait super plaisir de vous voir. Encore une fois, bien présent. Pour ceux qui sont arrivés en cours, comme toujours, vous allez avoir le replay assez vite sur YouTube. Également en podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Le Coop de Scipion, disponible partout. Apple Podcast, Deezer, Spotify, mettez les petites étoiles, les commentaires, ça permet de soutenir. Et puis, nous, on se retrouve alors, du coup, comme il y a la reprise de la Ligue 1, la semaine prochaine, le live du dimanche sera bien sûr le débrief. Du coup, on aura un autre récap Mercato. Je ne sais pas si ce sera mercredi, jeudi, j'ai pas encore décidé, faut que je vois un petit peu, mais voilà, on fera ça. Et puis, en cours de semaine, vous allez avoir les prédictions aussi, Ligue 1, tout ça. Quelqu'un m'a dit, groupe Mon Petit Prono. Également, on va relancer ça pour la saison. Évidemment, ça va être pareil, je vous le dis, on est reparti. Merci à vous les petits potes, je vous souhaite une excellente soirée. À très vite, salut à tous.